Vous vivez sur une planète si petite que plus d'1 million de copies pourraient tenir à l'intérieur du Soleil. Ce Soleil est l'une des 400 milliards d'étoiles qui dérivent dans une galaxie si immense que la lumière elle-même met 100 000 ans à la traverser. Mais rien de tout cela ne vous prépare à ce qui se trouve juste à côté, à seulement 2,5 millions d'années-lumière. La galaxie d'Andromède s'étend sur 220 000 années-lumière et contient environ 1000 milliards d'étoiles. Il surpasse tout ce que nous appelons notre foyer, et en ce moment même, il se dirige droit vers nous. Ce qui suit est un voyage à travers des distances mesurables si extrêmes qu'elles démantèleront systématiquement toutes les intuitions que votre cerveau a pu construire concernant la taille, la distance et votre place réelle dans cet univers. Si vous aimez voir votre vision de la réalité complètement bouleversée par la science, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Cela contribue véritablement à la croissance de cette chaîne et nous permet de continuer à vivre ensemble des aventures comme celle-ci. Es-tu prêt? Préparez-vous, commençons. Vous pensez savoir quelle est la taille de la Terre? Vous avez vu les photographies prises depuis l'orbite? Vous avez contemplé l'horizon bleu incurvé sur des images filmées depuis la Station spatiale internationale. Il vous est peut-être même arrivé de traverser un océan en avion et d'éprouver, vers la 6e ou 7e heure passée, à regarder par ce petit hublot ovale, le sentiment grandissant que cette planète est véritablement immense. Et selon tous les critères pour lesquels votre corps et votre cerveau ont évolué, vous avez raison. La Terre est incroyablement grande comparée à un être humain. Mais ce sentiment, cette impression intuitive d'immensité planétaire, est la première chose qu'il nous faut démanteler, car dès lors qu'on commence à mesurer la Terre par rapport aux objets qui l'entourent dans l'espace, quelque chose de profondément dérangeant se produit. La planète sur laquelle vous vous tenez, le monde qui contient chaque ville, chaque océan, chaque chaîne de montagnes, chaque guerre et chaque civilisation ayant jamais existé, commence à rétrécir. Et il ne cesse de rétrécir. Commencez par ce que vous pouvez toucher. La circonférence de la Terre à l'équateur mesure environ 24 900 mètres. Il s'agit d'un chiffre réel, vérifié et mesuré. Vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le confirmer grâce aux satellites GPS et aux levées géodésiques. Mais les nombres réels et les nombres compréhensibles ne sont pas la même chose. Alors passons à la pratique. Si vous montiez à bord d'un avion de ligne commerciale volant à une vitesse de croisière typique d'environ 550 000 mètres BH et que vous ne vous posiez jamais, ne vous arrêtiez jamais pour faire le plein, ne contourniez jamais les systèmes météorologiques, ni n'attendiez d'autorisation, il vous faudrait un peu plus de 45 heures pour faire le tour de la planète. Près de 2 jours de vol sans escale pour revenir à son point de départ. Si vous tentiez le même voyage en voiture à 110 km/h sur une autoroute incroyablement droite qui contourne l'équateur, le trajet prendrait environ 14 jours et demi. 2 semaines complètes de route sans repos, sans sommeil, sans arrêt pour faire le plein, juste pour suivre les contours de la planète sur laquelle vous êtes né. Voilà la Terre à vitesse humaine. Elle paraît immense car, pour une espèce qui a passé la majeure partie de son histoire évolutive à marcher à 5 km/h à travers les savanes africaines, elle est véritablement gigantesque. Vos jambes n'ont jamais été conçues pour parcourir la circonférence totale de cette planète. Votre intuition était calibrée pour les traversées de rivières et les migrations saisonnières, pas pour les distances continentales. Lorsque les premiers humains ont quitté l'Afrique il y a environ 70 000 ans, le voyage jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud a nécessité environ 10 000 ans de migration générationnelle progressive. 10 000 ans pour traverser ce qui, du point de vue de la planète, ne représentait qu'une fraction de sa surface. La Terre a été construite à une échelle qui surpasse de loin tous les systèmes biologiques qui s'y sont jamais développés, et les êtres humains ne font pas exception. Maintenant, passez à la verticale. Le point le plus profond des océans terrestres est la fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique occidental, et plus précisément la fosse Challenger. Elle plonge à environ 36 000 pieds sous la surface. Cela représente près de 7 miles en descente verticale. À ces profondeurs, la pression de l'eau dépasse 16 000 livres par pouce carré, soit environ 1000 fois la pression atmosphérique que vous ressentez au niveau de la mer. La température oscille à quelques degrés seulement au-dessus de zéro. La lumière du soleil disparaît complètement dans les 1000 premiers pieds.
En dessous de ce seuil, l'océan est plongé dans une obscurité totale et permanente. Moins de 30 personnes, dans toute la histoire de l'humanité, ont atteint le fond. Chaque descente nécessitait des submersibles construits sur mesure, avec des coques pressurisées en titane, conçus pour résister à des forces qui écraseraient un sous-marin nucléaire comme une canette en aluminium. On dirait un voyage dans un autre monde. Et en termes d'expérience sensorielle, la pression, l'obscurité, le froid, c'est tout comme. Mais voici le chiffre qui change tout. Le diamètre de la Terre est d'environ 7918 miles. La fosse des Mariannes, la cicatrice la plus profonde à la surface de notre planète, représente une éraflure de moins de 7 miles de profondeur sur une sphère de près de 8000 miles de diamètre. Pour le dire de manière concrète, si l'on réduisait la Terre à la taille d'un ballon de basket standard, la fosse des Mariannes serait même imperceptible au bout du doigt. Vous pourriez passer votre main sur toute la surface de ce ballon de basket, et le point le plus profond de l'océan, la profondeur la plus extrême que notre planète possède, ne semblerait rien. Parfaitement lisse, imperceptible, ce qui a nécessité une ingénierie sur mesure et des décennies de développement technologique pour que l'humanité puisse y parvenir, n'est, à l'échelle planétaire, qu'une erreur d'arrondi. Autant dire qu'elle n'existe pas. Voici la première leçon sur la mise à l'échelle cosmique. Ce que vous croyez immense se révèle souvent infiniment petit lorsqu'on prend du recul. La fosse des Mariannes dépasse les limites du génie humain. Elle met à l'épreuve la survie de l'humanité. Elle représente une véritable frontière d'exploration. Et pourtant, pour la planète elle-même, ce n'est qu'une égratignure trop superficielle pour être remarquée. Gardez ce schéma à l'esprit. Cela va se répéter à toutes les échelles que nous rencontrerons à partir de maintenant. Et à chaque fois que cela se répète, ce qui paraissait énorme deviendra invisible. Nous n'avons même pas encore quitté la planète. La Terre orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 93 millions de kilomètres. Les astronomes appellent cette distance une unité astronomique ou UA, et elle sert de mesure de base pour tout le reste dans le système solaire, 93 millions de messes. Essayons de donner un sens à ce nombre pour un corps humain. À la vitesse d'un avion commercial, ce voyage prendrait plus de 19 ans de vol continu. 19 ans en l'air sans atterrir. Un enfant né le jour de votre départ serait déjà adulte à votre arrivée. À la vitesse d'une balle tirée d'un fusil de haute puissance, soit environ 2700 km/h, il vous faudrait encore plus de 6 ans pour atteindre le Soleil. 6 ans à la vitesse de l'éclair. Et même la lumière, le phénomène le plus rapide de l'univers connu, voyageant à environ 186 000 mph, met 8 minutes et 20 secondes pour parcourir la distance entre la surface du Soleil et vos yeux. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Lorsque vous levez les yeux vers le Soleil, vous ne le voyez pas tel qu'il existe en ce moment même. Vous voyez la situation telle qu'elle était il y a plus de 8 minutes. Si le Soleil venait à disparaître de façon catastrophique à cet instant précis, vous ne le sauriez que 8 minutes et 20 secondes plus tard. Vous sentiriez encore la chaleur sur votre peau. Vous verriez encore la lumière dans le ciel. Vous continueriez à vivre dans l'ignorance la plus totale de cet événement pendant le temps nécessaire pour préparer une cafetière et vous servir une tasse. Voilà à quel point nous sommes éloignés de notre propre étoile, mais la distance ne représente que la moitié de l'histoire. Le Soleil lui-même est une monstruosité d'échelle qui fait paraître la Terre comme un grain de poussière dérivant dans une fournaise. Le diamètre du Soleil mesure environ 864 000 miles. Pour donner un ordre de grandeur, le Soleil est environ 109 fois plus large que la Terre. On pourrait aligner 109 planètes Terre côte à côte, et elles recouvriraient à peine la surface du Soleil d'un bord à l'autre. Son ampleur est encore plus dévastatrice. Environ 1,3 million de terres pourraient tenir à l'intérieur du Soleil. Pas à côté, pas près d'eux, à l'intérieur. Chaque continent, chaque océan, chaque chaîne de montagnes, chaque désert, chaque glacier et chaque ville reproduit 1,3 million de fois, et le Soleil les engloutirait tous avec encore de la place. L'objet que vous voyez se lever chaque matin n'est pas une douce lampe dans le ciel. Il s'agit d'une sphère de plasma surchauffée si massive qu'elle contient 99,86% de la masse totale du système solaire. Tout le reste, chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde, chaque comète,
chaque grain de poussière dérivant entre les orbites, constitue les 0,14% restants. Jupiter, la plus grande planète de notre système, qui pourrait à elle seule contenir plus de 1300 planètes Terre dans son volume, est une simple note de bas de page gravitationnelle comparée au Soleil. La Terre n'est même pas mentionnée en note de bas de page. Il s'agit d'un grain de poussière cosmique orbitant autour d'un moteur thermonucléaire qui convertit environ 4 millions de tonnes de sa propre masse en énergie pure chaque seconde grâce à la fusion nucléaire. Laissons ce chiffre se stabiliser. 4 millions de tonnes de matière par seconde. Ni par an, ni par jour, ni par seconde. Cela équivaut en masse à environ 22 000 baleines bleues adultes, anéanties à chaque tic-tac d'horloge. Leur matière s'est entièrement transformée en rayonnement électromagnétique et en neutrinos. Et le Soleil a maintenu ce niveau de production de manière continue pendant environ 4 milliards et demi d'années. Ce processus se poursuivra pendant environ 5 milliards d'années avant que l'étoile n'épuise ses réserves d'hydrogène et n'entame sa transformation en géante rouge, finissant par se débarrasser de ses couches externes et s'effondrer en un vestige de naine blanche. À l'échelle cosmique, notre étoile est d'âge moyen, stable et d'une banalité spectaculaire. Elle figure parmi les catégories d'étoiles les plus courantes de la galaxie. Classée comme étoile de la séquence principale de type G, elle n'est pas particulièrement brillante. Il n'est pas particulièrement massif. Il n'est pas particulièrement vieux. Et pourtant, son ampleur fait que chaque structure jamais construite par l'humanité, chaque distance jamais parcourue par l'humanité, chaque mesure jamais prise par l'humanité à la surface de cette planète, ressemble à un dessin d'enfant scotché au mur d'une cathédrale. C'est ici que commence le vide. La Terre se situe à 93 millions de kilomètres du Soleil. Mars orbite plus loin, à environ 142 millions de mètres. Jupiter, la première et la plus grande des géantes gazeuses, orbite à environ 484 millions de kilomètres. Saturne, célèbre pour son système d'anneaux, dérive à 886 millions de kilomètres. Uranus à environ 1,8 milliard de kilomètres et Neptune, la planète majeure reconnue la plus éloignée, orbite à une distance stupéfiante de 2,8 milliards de mètres du Soleil. C'est l'étendue de notre système solaire si on la mesure par les principales orbites planétaires, près de 3 milliards de mètres du centre au bord. Un rayon de lumière émis par le Soleil met plus de 4 heures pour atteindre Neptune. Un signal radio envoyé depuis le centre de contrôle de mission sur Terre vers un vaisseau spatial opérant près de Neptune, voyageant à la limite de vitesse absolue de l'univers, met environ 4 heures pour arriver. Si un vaisseau spatial proche de Neptune rencontrait une urgence et contactait la Terre pour obtenir des instructions, les opérateurs à Houston ne recevraient l'appel de détresse que 4 heures plus tard. Leur réponse prendrait encore 4 heures pour revenir. 8 heures de délai de communication aller-retour à la vitesse maximale permise par les lois de la physique. En pratique, un vaisseau spatial proche de Neptune fonctionne de manière autonome. Cet isolement n'est pas théorique. Ce phénomène a été observé lors de toutes les missions spatiales lointaines effectuées par l'humanité. Lorsque la sonde New Horizons de la NASA a survolé Pluton en juillet 2015, son passage au plus près s'est déroulé entièrement en pilotage automatique. Les contrôleurs de mission avaient téléchargé les instructions de survol plusieurs heures à l'avance. Le temps de trajet du signal aller simple de la Terre à Pluton dépassant 4 heures et demie, il n'y avait aucune possibilité de guidage en temps réel, aucune possibilité de commande corrective pendant la rencontre. Le vaisseau spatial a effectué ses observations seul, a stocké les données à bord, puis a passé plus de 15 mois à transmettre lentement les résultats vers la Terre à un débit d'environ 1 à 2 kilobits par seconde. Le téléchargement de l'ensemble des données d'un survol, qui a duré plusieurs heures, a pris plus d'1 an à travers le système solaire. Et Pluton est proche de la limite extérieure du domaine solaire. Voyager 1, qui se trouve maintenant à plus de 15 milliards de kilomètres de la Terre, communique avec un émetteur radio fonctionnant à environ 22 dBm, soit la puissance d'une ampoule de réfrigérateur. Son signal, se propageant dans toutes les directions à mesure qu'il traverse le système solaire, est si faible lorsqu'il atteint les antennes du réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA sur Terre que la puissance reçue mesure environ 0,0000000000001 watts.
Cela représente environ 10 milliards de fois moins d'énergie que celle nécessaire au fonctionnement d'une montre-bracelet numérique standard. Les ingénieurs doivent utiliser des récepteurs refroidis par cryogénie et procéder à des heures de moyen-âge du signal pour extraire des données intelligibles du bruit. Et Voyager 1 n'a même pas encore quitté la sphère d'influence gravitationnelle du Soleil. Elle se trouve toujours, selon toute définition valable, à l'intérieur de notre système solaire. Voilà ce que signifie le vide en termes d'ingénierie concrète. Non pas une distance abstraite sur une carte, mais la dégradation concrète et mesurable de chaque signal, de chaque communication, de chaque lien entre un objet fabriqué par l'homme et la civilisation qui l'a construit, poussé jusqu'à son point de rupture à travers les vides qui existent entre les objets de notre minuscule voisinage stellaire. Mais même Neptune ne marque pas la véritable limite de notre système solaire. L'influence gravitationnelle du Soleil s'étend bien au-delà de la dernière planète. La ceinture de Kuiper, un anneau de corps glacé au-delà de l'orbite de Neptune, s'étend d'environ 30 à 50 unités astronomiques du Soleil. Au-delà se trouve le disque dispersé, et plus loin encore, le nuage hypothétique. Une vaste coquille sphérique d'objets glacés, s'étendant, selon les estimations, de 2000 à 100 000 unités astronomiques du Soleil. 100 000 unités astronomiques correspondent à environ 1,6 années-lumière. Le domaine gravitationnel complet de notre unique étoile banale d'âge moyen s'étend sur une sphère d'un diamètre potentiel de 2 à 3 années-lumière. Une année-lumière équivaut à environ 5,88 billions de miles. La sphère d'influence gravitationnelle du Soleil s'étend sur des milliards de kilomètres dans l'espace environnant, revendiquant un volume de territoire cosmique si énorme que les planètes, toutes les 8, n'occupent qu'une infime portion presque invisible en son centre. Prenons maintenant l'exemple de Voyager 1. Lancé par la NASA le 5 septembre 1977 à bord d'une fusée Titan 3E Centaur, Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. Après près de 5 décennies de voyages continus à environ 38 000 mph, elle a parcouru environ 15 milliards de miles depuis le Soleil. 15 milliards de kilomètres en 47 ans. Voilà qui ressemble à un exploit monumental du génie humain. Et à bien des égards, c'est le cas. Voyager 1 a franchi l'hélioport. La limite où le vent solaire cède la place au milieu interstellaire, faisant de cet objet le premier objet fabriqué par l'homme à pénétrer dans l'espace interstellaire. Mais voici la réalité qui dissipe tout sentiment de triomphe. Malgré un voyage de près d'un demi-siècle à 61 240 km/h, Voyager 1 reste bien à l'intérieur de la sphère gravitationnelle étendue du Soleil. Elle n'a pas échappé à notre voisinage stellaire. Il est à peine entré dans la cour avant. À sa vitesse actuelle, Voyager 1 mettrait environ 73 000 ans pour parcourir la distance qui la sépare de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil, si elle se dirigeait dans cette direction, ce qui n'est pas le cas. 73 000 ans. Cela représente environ 9 fois la durée de toute la civilisation humaine enregistrée. L'objet le plus rapide que notre espèce ait jamais lancé dans l'espace ne peut atteindre l'étoile la plus proche, dans un délai compatible avec la survie des nations, des langues, voire même des espèces. C'est ce vide qui définit notre système solaire. Ni les planètes, ni les lunes, ni les débris rocheux de la ceinture d'astéroïdes, ni les fragments glacés de la ceinture de Kuiper. La caractéristique physique déterminante de notre système solaire est le volume absolument stupéfiant d'espace vide entre les objets. Un espace qui ne contient fonctionnellement rien. Pas d'air, pas de son, pas de résistance, pas de repères, pas d'air de repos. Un vide s'étendant dans toutes les directions sur des milliards et des milliards de kilomètres, ponctué de temps à autre par des amas de roches, de gaz ou de glace. Si petites par rapport aux distances qui les séparent, que leur localisation nécessite des coordonnées mathématiques précises, plutôt qu'une quelconque forme de balayage visuel. Rendons cela plus concret grâce à une maquette. Imaginez réduire le Soleil à la taille d'un gros pamplemousse d'environ 20 cm de diamètre. À cette échelle, la Terre serait réduite à la taille d'un petit caillou de moins d'1 pouce de diamètre, situé à environ 75 pieds de la porte. Mars serait un caillou légèrement plus petit, d'environ 115 pieds. Jupiter, la géante de notre famille planétaire, serait une boule d'environ 6 pouces de diamètre, planant à environ 390 pieds de la porte. Saturne se situerait à environ 717 pieds.
Et Neptune, la planète majeure la plus éloignée, serait une sphère légèrement plus petite que Jupiter, située à près d'un demi-mile de cette porte d'entrée. Un demi-mile. Et le Soleil, dans cette maquette, est un objet que l'on pourrait tenir dans une main. L'ensemble du système solaire, réduit à cette échelle humaine, occuperait la surface d'une petite ville, et la quasi-totalité de cette ville serait complètement vide. Ni bâtiments, ni arbres, ni objets d'aucune sorte. Un espace vide entre une porte et une poignée de balles éparpillées s'étendant vers l'horizon. Mais c'est l'étape suivante de ce modèle qui révèle la véritable nature du vide. À cette même échelle, où le Soleil est une porte et la Terre un caillou à 75 pieds de distance, le système stellaire voisin le plus proche, Proxima Centauri, serait situé à environ 4000 mélastres. Imaginez-vous devant votre porte d'entrée à New York. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil, serait une autre porte d'entrée située quelque part au milieu de l'océan Pacifique, à mi-chemin du Japon. 4000 mètres de terrain vide et monotone entre une étoile et sa plus proche voisine. Il s'agit de l'écart entre les soleils dans notre région de la galaxie. L'espace entre les étoiles n'est pas simplement plus grand que l'espace entre les planètes. Elle appartient à une catégorie de distance totalement différente. Elle surpasse tout ce qui se trouve dans le système solaire par des facteurs si extrêmes que toute comparaison directe semble presque dénuée de sens. C'est comme comparer l'épaisseur d'un cheveu humain à la distance qui sépare les deux continents. Et cet espace n'est pas simplement vide. Son hostilité dépasse le simple cadre du vide. Le milieu interstellaire, la matière qui remplit l'espace entre les étoiles dans notre région de la Voie lactée, contient en moyenne environ un atome par cm3. C'est incroyablement pauvre comparé à n'importe quel environnement sur Terre. L'air de votre salon contient environ 25 milliards de molécules par cml3. Mais même à cette densité extraordinairement faible, le milieu interstellaire n'est pas rien. Il contient des atomes d'hydrogène épars, des atomes d'hélium, des traces d'éléments plus lourds, des grains de poussière microscopiques et un bain de particules de rayons cosmiques de haute énergie accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière par des supernovae lointaines et d'autres processus astrophysiques violents. Des champs magnétiques traversent ce milieu, faibles mais mesurables, s'étendant sur des années-lumière d'espace. Pour un engin spatial voyageant à faible vitesse comme Voyager 1, ce matériau est sans importance. La densité est bien trop faible pour produire une traînée ou des dommages mesurables, mais pour un vaisseau spatial voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, le milieu interstellaire se transforme d'un arrière-plan invisible en un danger physique sérieux à 10% de la vitesse de la lumière, soit environ 67 millions de miles par heure. Chaque atome d'hydrogène rencontré par le vaisseau spatial percuterait la coque avec l'énergie d'une collision dans un accélérateur de particules à haute énergie. Au cours d'un voyage de 4 années-lumière vers Proxima Centauri, le bombardement cumulatif de milliards et de milliards de ces impacts infligerait une dose considérable de radiation à la surface du vaisseau spatial, éroderait les matériaux de protection et pourrait potentiellement dégrader les instruments sensibles au point de les rendre inutilisables. Le milieu interstellaire contient également des grains de poussière, chacun d'eux étant microscopique à l'échelle terrestre. Mais se déplaçant à une vitesse relative de 10% de la vitesse de la lumière, chaque impact de grain transporterait l'énergie cinétique d'une petite charge explosive. Le vide entre les étoiles n'est pas un néant passif qui attend d'être traversé. C'est un fin gant invisible qui devient d'autant plus dangereux que l'on tente de le franchir rapidement. Même aux plus petites échelles interstellaires, même au sein du disque relativement dense de notre propre galaxie, l'espace entre les étoiles punit la vitesse et récompense une patience qu'aucun organisme biologique ne possède. Et pourtant, ces vides interstellaires ne sont que les espaces entre les maisons individuelles dans une ville de 400 milliards de maisons. Tout cela, les planètes, le Soleil, les sondes voyagées, les 15 milliards de kilomètres parcourus en près de 5 décennies, existent à l'intérieur d'une seule galaxie, la Voie lactée. Une structure si vaste que le système solaire tout entier, avec toutes ses planètes, ses lunes, ses comètes et ses milliards de kilomètres d'espace vide, ne se reflèterait pas comme un simple point visible sur une photographie prise de l'extérieur. Les chiffres qui décrivent la Voie lactée dépassent tellement tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent qu'ils méritent un traitement à part entière.
et ils l'auront. Mais avant tout, comprenez ceci. Tout ce qui a été mesuré jusqu'à présent, chaque distance qui a fait tressaillir votre intuition, chaque comparaison qui vous a obligé à recalibrer votre perception de ce qui est considéré comme grand, décrit une région de l'espace si minuscule au sein de notre galaxie qu'elle est en pratique invisible. C'est là que tout ce que nous avons mesuré s'effondre dans l'insignifiance. Si vous placiez un seul grain de riz sur la ligne des 50 yards d'un terrain de football américain et que vous déclariez que ce grain représente l'ensemble du système solaire, le terrain de football ne représenterait même pas la Voie lactée. À cette échelle, notre galaxie s'étendrait bien au-delà du stade, au-delà du parking, au-delà des quartiers environnants, au-delà des limites de la ville. Le grain de riz situé au milieu du terrain serait invisible pour quiconque se trouvant dans les tribunes. Vous pourriez descendre jusqu'à la ligne des 50 yards, vous agenouiller et scruter le gazon à la loupe, et vous auriez du mal à trouver le grain qui représente tout ce que vous avez toujours connu. Depuis les premières transmissions radio au début du XXe siècle, il y a environ 120 ans, tous les signaux que l'humanité a émis dans l'espace ont voyagé à la vitesse de la lumière. Cela signifie notre empreinte électromagnétique, la somme totale de chaque onde radio, de chaque signal de télévision, de chaque impulsion radar, de chaque transmission intentionnelle et non intentionnelle que notre espèce ait jamais produite. Elle s'étend sur environ 120 années-lumière depuis la Terre dans toutes les directions. 120 années-lumière, ça paraît énorme, mais la Voie lactée s'étend sur 100 000 années-lumière. Notre cri le plus puissant lancé dans le cosmos a couvert environ 1/10 de 1% du diamètre de notre propre galaxie. Si la Voie lactée était une table de salle à manger, notre sphère radio entière serait une pièce de monnaie posée à sa surface. Pour tout observateur situé de l'autre côté de la galaxie, pour toute civilisation observant à 50 000 années-lumière de distance, l'humanité n'existe pas. Nos signaux ne sont pas arrivés. Ils n'arriveront pas avant des dizaines de milliers d'années. Et même lorsqu'elles se manifestent, elles seront si faibles, si diluées par la loi en carré inverse régissant le rayonnement électromagnétique, que leur détection exigerait une sensibilité bien supérieure à tout ce que nous pouvons actuellement construire. Il ne s'agit pas de spéculation. Ce sont des distances mesurées par des télescopes spatiaux, confirmées par de multiples équipes de recherche indépendantes, publiées dans des revues astrophysiques, à comité de lecture et vérifiées sur des décennies d'observation. Le vaisseau spatial Gaïa de l'Agence spatiale européenne a catalogué les positions et les mouvements précis de près de 2 milliards d'étoiles individuelles dans notre galaxie. Les télescopes spatiaux Hubble et James Webb de la NASA ont photographié des structures à des distances telles que la Voie lactée entière ressemble à une simple étincelle dans un feu de joie. Les mesures sont confirmées, les chiffres sont réels. Et ce ne sont que les prémices de cette histoire, car tout ce qui a été décrit jusqu'ici, chaque mesure, chaque distance, chaque comparaison qui a mis à l'épreuve ou brisé votre intuition, ne décrit que notre système solaire et sa position au sein de la galaxie qu'il habite. Nous n'avons pas encore porté notre attention au-delà de la Voie lactée. Nous n'avons pas encore examiné ce qui vit juste au-delà de nos frontières galactiques, une structure si vaste qu'elle rend notre galaxie entière modeste en comparaison. Une structure contenant environ 1 billion d'étoiles, réparties sur un disque dont le diamètre est plus de 2 fois supérieur au nôtre. Une structure qui, en ce moment même, réduit la distance qui la sépare de nous. Le géant d'à côté a un nom. Et selon tous les critères de mesure dont dispose l'astronomie moderne, il est plus grand que l'endroit que nous appelons notre foyer. Jusqu'à présent, nous avons mesuré la Terre, nous avons mesuré le Soleil, nous avons mesuré les distances entre les planètes et le vide qui définit le système solaire. Chacune de ces dimensions paraissait énorme à l'échelle humaine, et chacune d'entre elles s'est effondrée dans l'insignifiance dès l'instant où nous l'avons replacée dans le contexte de la Voie lactée. Le système solaire, avec toutes ses planètes, ses lunes, ses comètes, et ses milliards de kilomètres d'espace vide, apparaît comme un point invisible au sein d'une structure contenant des centaines de milliards d'étoiles réparties sur 100 000 années-lumière d'espace. Voilà où nous en sommes. Se tenant aux confins de la compréhension locale, contemplant une galaxie si vaste que tout notre voisinage stellaire y disparaît comme un simple grain de sable jeté dans l'océan. Il nous faut maintenant aller plus loin,
car la Voie lactée, aussi inconcevablement vaste soit-elle, n'existe pas seule. Et ce qui se trouve à côté fait paraître notre galaxie modeste. Mais avant de quitter la Voie lactée, nous devons comprendre exactement quel type de structure nous habitons. Car ce n'est qu'en appréhendant l'échelle complète de notre galaxie que l'on peut apprécier à quel point l'objet suivant la surpasse largement. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Vue du dessus, elle ressemblerait à une immense roue à aubes, avec des bras incurvés d'étoiles, de gaz et de poussière s'enroulant en spirale autour d'une barre centrale dense d'étoiles rougeâtres plus anciennes. Le disque des étoiles visibles mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Pour la traverser à la vitesse de la lumière, soit la vitesse maximale absolue que tout objet peut atteindre dans cet univers, il faudrait 100 000 ans. Un rayon de lumière partant d'un bord de la Voie lactée le jour de votre naissance n'atteindrait le bord opposé qu'environ 100 000 ans après que toute trace de civilisation humaine se soit effondrée en poussière et ait été oubliée. C'est la largeur de la galaxie dans laquelle nous vivons. 100 000 années-lumière d'étoiles, de gaz, de poussière, de matière noire, de pouponnières d'étoiles, de restes de supernovae, d'étoiles à neutrons, de trous noirs et de vastes étendues de vide interstellaire, le tout lié par la gravité en une seule structure en rotation. Le disque lui-même est relativement mince par rapport à sa largeur. Avec une épaisseur d'environ 2000 années-lumière dans la région proche de notre Soleil, la Voie lactée ressemble davantage à une assiette qu'à une sphère. Mais même une épaisseur de 2000 années-lumière représente une immense étendue verticale. La lumière met 2 millénaires pour voyager du sommet du disque galactique jusqu'à sa base dans notre voisinage galactique. Lorsque les Romains construisaient leurs premières routes à travers l'Europe, un photon quittant la surface supérieure du disque de la Voie lactée près de notre position n'atteindrait aujourd'hui que sa surface inférieure. 2000 ans de voyage à la vitesse maximale que l'univers autorise, juste au-delà de la fine frontière de la galaxie. À l'intérieur de ce disque, la Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles individuelles. Le nombre exact reste incertain, car notre position à l'intérieur de la galaxie limite notre capacité à compter les étoiles situées de l'autre côté, là où d'épais nuages de poussière interstellaire bloquent la lumière visible. Les relevés infrarouges ont considérablement amélioré nos estimations, mais un recensement précis de chaque étoile de la Voie lactée reste hors de portée des capacités actuelles. Ce que nous savons, c'est que ce nombre est stupéfiant. Si vous tentiez de compter toutes les étoiles de notre galaxie au rythme d'une étoile par seconde, sans jamais vous arrêter pour manger, dormir ou vous reposer, cette tâche vous prendrait entre 6300 et 12 700 ans. Il faudrait commencer à compter avant la construction des pyramides égyptiennes et continuer sans interruption, bien au-delà de nos jours et très loin dans le futur, avant d'avoir terminé. Chacune de ces centaines de milliards d'étoiles est un soleil. Certaines sont bien plus grandes et plus lumineuses que les nôtres. Les supergéantes bleues, comme Riel, brillent avec une luminosité supérieure à 100 000 fois celle du Soleil. Les hypergéantes rouges, comme Uis-Khouti, ont des diamètres si vastes que, si elles étaient placées au centre de notre système solaire, leur surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter. D'autres sont bien plus petites et moins lumineuses. Les naines rouges, qui représentent environ 70% de toutes les étoiles de la Voie lactée, brillent avec une luminosité si faible qu'aucune n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Bien qu'étant le type d'étoile le plus courant dans la galaxie, notre Soleil se situe quelque part au milieu de ce spectre stellaire. Il est plus brillant que la plupart des étoiles, plus faible que beaucoup, plus grand que certaines, plus petit que d'autres. Dans une galaxie de centaines de milliards d'étoiles, la nôtre est profondément banale. Notre système solaire se situe à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Nous ne sommes pas près du cœur du problème. Nous ne sommes pas au bord du précipice. Nous occupons une position à peu près à mi-chemin le long du disque, enchâssé dans une structure mineure appelée l'éperon d'Orion, qui se ramifie entre deux des principaux bras spiraux de la galaxie, le bras du Sagittaire et le bras de Persée. À l'échelle galactique, nous vivons en banlieue, non pas le centre-ville dense et animé où les étoiles sont des milliers de fois plus serrées que dans notre quartier, mais non pas la périphérie clairsemée où la densité d'étoiles diminue presque à néant. Nous nous trouvons dans une région intermédiaire d'un bras intermédiaire d'une galaxie qui, comme nous allons le découvrir,
s'avère elle-même moyenne parmi ses voisines immédiates. Le Soleil et tout ce qui lui est gravitationnellement lié orbitent autour du centre galactique à une vitesse d'environ 515 000 mph. Malgré cette vitesse prodigieuse, l'immensité de la Voie lactée fait qu'une orbite complète prend environ 230 millions d'années. Cette période est parfois appelée année galactique et elle offre l'un des changements de perspective les plus déroutants que l'astronomie puisse proposer. Au cours des 4,12 milliards d'années écoulées depuis la formation du système solaire, le Soleil a effectué environ 19 ou 20 orbites complètes autour de la galaxie. La dernière fois que notre étoile a occupé cette position exacte dans la Voie lactée, il y a environ 230 millions d'années, la Terre se trouvait au début de la période triassique. Les dinosaures commençaient tout juste à apparaître. Le supercontinent Pangaea était encore en grande partie intact. Il n'y avait pas d'herbe nulle part sur la planète, ni fleurs, ni oiseaux. Le monde était peuplé de créatures qui seraient presque méconnaissables aux yeux d'aujourd'hui. C'est la durée d'une orbite galactique complète, et le Soleil ne l'a fait qu'une vingtaine de fois au cours de toute son existence. Pour comprendre à quel point notre système solaire est invisible au sein de cette structure, prenons une autre comparaison. Si vous vous trouviez au centre de la Voie lactée et que vous regardiez vers notre Soleil, le localiser serait fonctionnellement équivalent à se tenir au milieu d'un Manhattan complètement plongé dans l'obscurité la nuit et à essayer d'identifier une luciole spécifique planant parmi 400 milliards d'autres lucioles dispersées sur l'île. Chaque luciole brille, chaque luciole est en mouvement, et celle que vous recherchez a une luminosité tout à fait moyenne, de taille tout à fait banale et située dans une partie de l'île sans aucune caractéristique distinctive. Vous ne le trouveriez jamais, pas au cours d'une vie humaine, pas même en 1000 vies humaines. Notre Soleil et tout ce qui gravite autour de lui ne sont qu'un faible point lumineux parmi des centaines de milliards dans une galaxie. 100 000 années-lumière de diamètre. Voici la Voie lactée dans son intégralité. C'est la structure qui contient toutes les étoiles que vous avez jamais vues dans le ciel nocturne. Chaque constellation, chaque planète visible à l'œil nu, chaque pluie de météores, chaque aurore boréale, tout cela se produit au sein de cette seule et même galaxie. Lorsque, par une nuit noire, vous levez les yeux et voyez cette pâle bande de lumière laiteuse qui s'étend à travers le ciel, vous voyez la lueur combinée de milliards d'étoiles lointaines du disque galactique, trop éloignées pour être distinguées individuellement, se fondant en un fleuve de lumière éclatante. Cette rivière est votre maison. C'est la plus grande structure que la plupart des gens envisageront jamais. Et ce n'est pas l'objet le plus imposant de notre voisinage cosmique immédiat, même pas proche. Par une nuit d'automne clair dans l'hémisphère nord, si vous savez où regarder, vous pouvez apercevoir une faible tache lumineuse dans la constellation d'Andromède. Elle apparaît floue, légèrement indistincte, facilement confondue avec un minuscule nuage ou une imperfection de la vision. Les astronomes de l'Antiquité l'ont répertoriée comme une nébuleuse, un nuage de gaz incandescent au sein de notre propre galaxie. Pendant des siècles, c'est ce que les scientifiques ont cru. L'idée que cette tache puisse être autre chose qu'un nuage de gaz local n'a pas été sérieusement abordée dans les discussions scientifiques avant le début du XXe siècle. Et lorsque la vérité a finalement éclaté, elle a fait voler en éclats tous les modèles existants concernant la taille de l'univers. L'histoire de cette découverte mérite d'être racontée comme il se doit, car elle représente l'une des nuits les plus dramatiques de l'histoire de la connaissance humaine. Au début des années 1920, la communauté scientifique était plongée dans ce qui allait devenir le grand débat. D'un côté se tenaient les astronomes qui pensaient que la Voie lactée constituait l'univers entier, la nébuleuse spirale visible dans les télescopes n'étant que des nuages de gaz à l'intérieur de notre propre galaxie. De l'autre côté se tenaient ceux qui soupçonnaient que les nébuleuses spirales étaient des univers insulaires, des galaxies entières comparables à la nôtre, situées à des distances considérables au-delà des frontières de la Voie lactée. Aucune des deux parties ne disposait de preuves définitives. Le débat faisait rage dans les amphithéâtres et les pages des revues spécialisées, sans résolution et de plus en plus conflictuelles. Edwin Hubble a tranché la question en travaillant avec le télescope Hooker de 100 pouces à l'observatoire du mont Wilson, en Californie du Sud. À l'époque, Hubble, le plus grand télescope opérationnel sur Terre, a passé des mois à exposer des plaques photographiques pointées vers la nébuleuse d'Andromède.
La puissance de collecte de lumière sans précédent du télescope Hooker lui a permis de distinguer pour la première fois des étoiles individuelles au sein de la nébuleuse, séparer ce qui apparaissait comme une lueur diffuse en points lumineux distincts. Parmi ces étoiles résolues, Hubble a identifié une variable Céphiée, un type d'étoile dont la luminosité pulse selon un cycle régulier et prévisible. L'idée cruciale est venue des travaux de l'astronome Henrietta Swan Leavitt, qui avait établi des années auparavant, grâce à des observations minutieuses de céphiïdes dans les nuages mélaniques, que la période de pulsation d'une céphide est directement et de manière fiable liée à sa luminosité intrinsèque. Une céphide qui pulse lentement est véritablement plus brillante qu'une céphide qui pulse rapidement. Cette relation entre la période et la luminosité a fourni aux astronomes un outil de mesure cosmique d'une puissance extraordinaire. En observant la période de pulsation d'un céphide, on pourrait déterminer sa luminosité réelle. En comparant sa luminosité réelle à sa luminosité apparente vue de la Terre, on pourrait calculer sa distance en utilisant la loi de l'inverse du carré de la distance pour la lumière. Hubble appliqua cette méthode aux céphides qu'il avait découvert en Andromède. La période de pulsation lui indiquait la luminosité réelle des étoiles. Sa faible luminosité observée depuis la Terre lui indiquait qu'elle était extrêmement éloignée. Lorsqu'il eut terminé le calcul, le résultat fut stupéfiant. L'étoile, et donc la nébuleuse qui la contenait, était située à environ 900 000 années-lumière de la Terre. Une distance révisée ultérieurement à la hausse à environ 2,5 millions d'années-lumière. Avec l'amélioration des techniques de mesure des distances au cours des décennies suivantes, cette distance dépassait largement les limites estimées de la Voie lactée. La nébuleuse d'Andromède n'était pas un nuage de gaz à l'intérieur de notre galaxie. C'était une galaxie à part entière, un îlot d'étoiles distinctes, situé à une distance presque inconcevable. Un simple calcul, effectué à partir d'une étoile pulsante sur une plaque photographique, a permis d'étendre l'univers connu d'une seule galaxie à au moins deux. Le grand débat était terminé. Le cosmos venait de devenir inimaginablement plus vaste que presque personne n'avait osé le proposer. Cette faible tache que vous pouvez voir à l'œil nu est la galaxie d'Andromède, désignée Messier 31 ou M31 dans les catalogues astronomiques. C'est l'objet le plus éloigné visible à l'œil nu. Et ce que vous voyez, cette douce lueur à peine perceptible, est la lumière combinée d'environ 1 billion d'étoiles. 1 billion, pas milliard, billion. Pour mettre ce chiffre en comparaison directe, la Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Andromède contient environ 1 billion. Selon les estimations que l'on utilise pour notre galaxie, Andromède abrite entre 2,5 fois et 5 fois plus d'étoiles que la Voie lactée. Même multiplié plusieurs fois, tous les astres de notre galaxie, tous les soleils qui alimentent chaque planète abritant la vie au sein de la Voie lactée, ne pourraient égaler la population stellaire de la galaxie voisine. Lorsque vous observez cette faible tache dans le ciel d'automne, vous voyez une structure qui contient plus de soleils individuels que le nombre total d'étoiles de votre galaxie. Ce simple acte de regarder, que tout être humain doté d'une vue fonctionnelle peut accomplir par une nuit claire, relie votre rétine à des photons provenant d'un système de 1000 milliards de fournaises nucléaires brûlant à travers un disque d'espace plus de 2 fois plus large que tout ce que vous avez jamais connu. Le disque d'Andromède s'étend sur environ 220 000 années-lumière. Le disque de la Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière. Si l'on place les deux galaxies côte à côte, Andromède paraîtra bien plus petite que notre galaxie, comme un ballon de plage paraît plus petite qu'une balle de tennis. Un diamètre plus de 2 fois supérieur signifie une surface bien plus de 2 fois supérieure. La surface du disque d'Andromède est environ 4 à 5 fois supérieure à celle du disque de la Voie lactée. Il ne s'agit pas simplement d'une version plus grande de notre galaxie. Il s'agit d'une structure nettement plus grande. Un géant galactique qui fait paraître notre planète comme un petit compagnon plutôt que comme un voisin égal. Les différences structurelles ne se limitent pas à la taille brute. Andromède est également une galaxie spirale, mais ses bras spiraux sont plus enroulés que ceux de la Voie lactée, et son bulbe central, la concentration dense d'étoiles plus anciennes entourant le noyau galactique, est nettement plus proéminent. Le renflement central de la Voie lactée est relativement modeste et allongé, prenant la forme d'une barre. Le renflement d'Andromède est plus rond et plus massif,
et abrite une population beaucoup plus importante d'étoiles plus anciennes et plus rouges. Cette différence structurelle renseigne les astronomes sur l'histoire de chaque galaxie. La taille et la forme d'un bulbe central sont influencées par l'histoire des fusions galactiques d'une galaxie. Les bulbes plus importants indiquent généralement un plus grand nombre de collisions passées avec d'autres galaxies. Le bulbe proéminent d'Andromède suggère qu'elle a absorbé plus de galaxies satellites au cours de son existence que la Voie lactée, développant ses régions centrales par un cannibalisme gravitationnel répété sur des milliards d'années. Ces deux galaxies abritent en leur centre des trous noirs supermassifs. Dans la Voie lactée, le trou noir central est appelé étoile Sagittarius AA. Sa masse est approximativement 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. 4 millions de masses solaires, ça paraît énorme, et ça l'est. Mais le trou noir central d'Andromède le surpasse largement. Désigné étoile M31, ou parfois simplement trou noir d'Andromède. Sa masse est d'environ 100 millions de masses solaires. Cela représente environ 25 fois la masse du trou noir central de la Voie lactée. Si l'étoile Sagittarius A est un rocher situé au centre de notre galaxie, le trou noir d'Andromède est une petite montagne. Cette différence de masse du trou noir central reflète également la différence dans l'histoire d'accrétion de chaque galaxie. Les trous noirs plus massifs grossissent en consommant davantage de matière au fil du temps cosmique, alimentés par le gaz qui s'y accumule et par des fusions avec d'autres trous noirs apportés par les galaxies satellites absorbées. Le trou noir central d'Andromède, nettement plus grand, nous indique qu'il a eu accès à et consommé beaucoup plus de matière que le noyau de notre galaxie. Les populations d'amas globulaires de chaque galaxie offrent un autre axe de comparaison. Les amas globulaires sont d'anciens regroupements sphériques denses d'étoiles qui orbitent autour du noyau d'une galaxie. Elles figurent parmi les structures les plus anciennes de toutes les galaxies, beaucoup remontant à moins d'1 milliard d'années du Big Bang. La Voie lactée possède environ 150 amas globulaires connus. Andromède en compte environ 450, soit environ 3 fois plus. Certaines estimations portent le nombre d'amas globulaires d'Andromède à un niveau encore plus élevé, proche de 500, voire plus, bien que les décomptes précis soient compliqués par la difficulté de distinguer les véritables amas globulaires des objets d'arrière-plan à la distance d'Andromède. Quel que soit leur nombre exact, Andromède possède un système bien plus riche de ses vestiges stellaires anciens. Chaque amas globulaire contient de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions d'étoiles, regroupées dans un volume sphérique de seulement quelques dizaines à quelques centaines d'années-lumière de diamètre. Le nombre impressionnant d'amas globulaires orbitant autour d'Andromède témoigne de la plus grande sphère d'influence gravitationnelle de cette galaxie et de son histoire plus longue d'absorption par les galaxies satellites. Mais la domination d'Andromède s'étend au-delà de sa structure interne. Elle contrôle tout un cortège gravitationnel de galaxies plus petites. Les deux galaxies satellites les plus importantes sont M32 et M110. Les deux sont visibles sur les photographies à longue exposition d'Andromède, avec de petites taches distinctes près du disque principal. M32 est une galaxie elliptique compacte contenant environ 3 milliards d'étoiles. Malgré sa taille relativement modeste, M32 est scientifiquement fascinante car elle orbite remarquablement près du disque d'Andromède et présente des signes indubitables d'érosion par effet de marée. L'immense gravité d'Andromède attire activement les étoiles loin des régions extérieures de M32, la démantelant lentement sur des centaines de millions d'années. Les simulations suggèrent que M32 pourrait avoir été autrefois une galaxie beaucoup plus grande, peut-être une spirale de taille moyenne qui a été progressivement consommée par Andromède au cours de milliards d'années d'interactions orbitales étroites, réduite à son noyau dense. Chem1, une galaxie elliptique naine, orbite à une distance un peu plus grande, mais présente également des signes de perturbation gravitationnelle de la part de sa galaxie haute massive. Ces régions extérieures apparaissent diffuses et irrégulières, ce qui correspond aux interactions de marée qui étirent sa structure. Outre ces deux galaxies satellites importantes, Andromède possède au moins 35 galaxies satellites confirmées et en recèle probablement d'autres qui restent à découvrir lors d'études plus approfondies. Cette suite de satellites reflète la propre collection de compagnons nains de la Voie lactée.
notamment les grands et petits nuages mélaniques visibles depuis l'hémisphère sud. Mais le système de satellites d'Andromède est à la fois plus nombreux et comprend des objets à des stades de perturbation par les marées plus avancées. Andromède n'est pas simplement une galaxie plus grande, c'est un prédateur gravitationnel plus actif, qui consomme ses voisins plus petits avec plus d'agressivité que la Voie lactée ne consomme actuellement les siens. Les preuves de ce cannibalisme permanent sont inscrites dans les courants d'étoiles soigneusement dépouillés et les orbites perturbées des satellites qui entourent le disque d'Andromède. La masse totale de chaque galaxie offre peut-être la comparaison la plus pertinente scientifiquement, bien qu'elle soit aussi la plus complexe. La masse d'une galaxie comprend non seulement les étoiles et le gaz, mais aussi les vastes halos invisibles de matière noire qui entourent chaque grande galaxie. Ces halos de matière noire s'étendent bien au-delà du disque visible d'étoiles, atteignant parfois plusieurs centaines de milliers d'années-lumière du centre galactique. La matière noire n'émet, n'absorbe, ni ne réfléchit la lumière, ce qui la rend invisible au télescope. Sa présence est déduite entièrement des effets gravitationnels sur la matière visible, des vitesses de rotation des étoiles, des orbites des galaxies satellites et de la déviation de la lumière par les objets d'arrière-plan. Les estimations actuelles situent la masse totale de la Voie lactée, y compris son halo de matière noire, à environ 1 à 1,2 billion de masses solaires. La masse totale d'Andromède a fait l'objet de nombreux débats scientifiques. Les estimations précédentes situaient sa masse nettement au-dessus de celle de la Voie lactée, à environ 1,5 à 2 billions de masses solaires, renforçant ainsi l'image d'Andromède comme la galaxie dominante de notre voisinage local. Cependant, des études plus récentes, notamment celles utilisant les données du vaisseau spatial Gaïa de l'Agence spatiale européenne, ont revu certaines de ces estimations. Une étude de 2018 publiée dans l'Astrophysical Journal a utilisé la dynamique des galaxies satellites et des amas globulaires orbitant autour d'Andromède pour recalculer sa masse totale et est arrivée à un chiffre plus proche de 800 milliards. Les masses solaires sont étonnamment inférieures aux estimations précédentes et potentiellement comparables, voire légèrement inférieures, à la masse de la Voie lactée. D'autres études ont produit des résultats différents. Les estimations de masse d'Andromède allant de 800 milliards à près de 2 billions de masses solaires en fonction de la méthodologie, des hypothèses concernant le profil du halo de matière noire et des objets traceurs spécifiques utilisés pour déduire le champ gravitationnel. Concrètement, cela signifie que même si Andromède est incontestablement plus grande en termes de diamètre du disque stellaire, de nombre d'étoiles, de masse du trou noir central et de population d'amas globulaires, la question de savoir quelle galaxie est la plus massive au total reste un domaine de recherche scientifique actif. La Voie lactée est peut-être la galaxie la moins impressionnante visuellement, mais elle n'est pas nécessairement la moins massive. Les deux galaxies pourraient avoir une masse totale plus proche de la normale que ne le suggéraient des décennies d'astronomie populaire. Cette incertitude est en elle-même scientifiquement fascinante. Cela nous indique que la mesure de la masse totale d'une galaxie, et en particulier de la composante invisible de matière noire qui domine le bilan de masse, reste l'un des problèmes les plus difficiles de l'astrophysique moderne. Même pour notre plus proche voisine galactique géante, une galaxie suffisamment proche pour être vue à l'œil nu, nous ne parvenons pas encore à nous entendre sur son poids. Mais quel que soit le résultat final de la comparaison des masses totales, les différences visibles sont spectaculaires et indéniables. Le disque d'Andromède a un diamètre plus de 2 fois supérieur au nôtre. Son nombre d'étoiles est 2 à 5 fois supérieur. Son trou noir central est 25 fois plus massif que le nôtre. Son système d'amas globulaires est 3 fois plus riche. Dans toutes les catégories mesurables visuellement, Andromède est la plus grande galaxie. Si la Voie lactée est une ville de taille moyenne, Andromède est une métropole tentaculaire. Les deux sont impressionnants. Les deux sont vastes, mais l'une d'elles possède davantage de bâtiments, des rues plus larges, un centre-ville plus dense et un hôtel de ville nettement plus grand. Et tous deux appartiennent au même voisinage gravitationnel. La Voie lactée et Andromède sont les deux plus grandes galaxies d'un ensemble appelé le groupe local. Cette famille gravitationnelle contient plus de 80 galaxies individuelles, bien que la grande majorité soient de petites galaxies naines ne contenant que quelques milliards d'étoiles,
voire moins. Le système local s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière, la Voie lactée et Andromède, servant de deux points d'ancrage gravitationnel dominants autour desquels tout le reste orbite. Le troisième membre le plus grand, la galaxie du Triangle, ou M33, contient environ 40 milliards d'étoiles et se situe à environ 3 millions d'années-lumière de nous, relativement proche d'Andromède et possiblement lié gravitationnellement à elle en tant que satellite. Le groupe local ne constitue pas un amas dense. Il s'agit d'une association large de galaxies liées par une attraction gravitationnelle mutuelle, la majeure partie de son volume étant constituée d'espaces intergalactiques vides. Les galaxies naines, plus petites, orbitent soit autour de la Voie lactée, soit autour d'Andromède, un peu comme les lunes orbitent autour des planètes. La Voie lactée compte environ 50 galaxies satellites connues, dont les grands et petits nuages mélaniques visibles depuis l'hémisphère sud. Andromède possède un cortège de naines satellites comparables, voire légèrement plus importants. Ces galaxies plus petites sont lentement attirées vers l'intérieur par la gravité de leurs galaxies hôtes, et beaucoup d'entre elles finiront par être déchirées et absorbées. Leurs étoiles se sont dispersées dans le halo de la galaxie géante qui les réclamait au sein de ce groupe local. La Voie lactée et Andromède dominent tout. Ensemble, elles représentent l'écrasante majorité de la masse totale et de la population stellaire du groupe. Ce sont les rois gravitationnels de ce voisinage cosmique particulier, et chaque galaxie plus petite située à moins de 10 millions d'années-lumière existe sous leur influence combinée. Mais ces deux rois ne restent pas les bras croisés. Ils ne maintiennent pas une distance polie l'un par rapport à l'autre dans cette banlieue cosmique tranquille. La Voie lactée et Andromède sont séparés par environ 2,5 millions d'années-lumière d'espace intergalactique. Cette distance est énorme, quelle que soit la norme humaine. Il représente un gouffre si immense que la lumière elle-même, voyageant à 186 000 MHz, met 2 millions d'années à le traverser. Les photons qui parviennent à vos yeux ce soir depuis Andromède ont quitté cette galaxie avant même que le genre Homo n'existe sur Terre. Et sur toute cette immense distance, quelque chose se passe. Quelque chose de lent, de gravitationnel et d'inévitable. Andromède ne dérive pas aléatoirement dans l'espace par rapport à nous. Elle ne s'éloigne pas au loin comme la plupart des galaxies lointaines dispersées par l'expansion cosmique. Andromède approche. Le décalage vers le bleu de sa lumière, mesuré pour la première fois au début du XXe siècle et confirmé avec une précision croissante depuis lors, nous indique que la distance entre notre galaxie et Andromède diminue. L'écart se réduit à environ 110 km/s, soit environ 250 000 ml/h. Deux galaxies, contenant chacune des centaines de milliards à 1 billion d'étoiles, séparées par 2,5 millions d'années-lumière d'espace fonctionnellement vide, s'attirent l'une vers l'autre sous l'effet de la force d'attraction gravitationnelle mutuelle. Les implications de cette approche, le calendrier, la géométrie, la physique de ce qui se produit lors de leur rencontre, et le débat scientifique intense et actuel sur la nature précise de cette rencontre constitue le cœur du prochain chapitre de cette histoire. Car la distance entre la Voie lactée et Andromède n'est pas qu'un simple nombre. Il s'agit d'un espace physique si vaste qu'il remet en cause tous les cadres intuitifs dont dispose le cerveau humain pour comprendre la séparation. Cet écart est si extrême que sa traduction dans n'importe quelle unité de mesure visualisable par l'être humain produit des résultats qui cessent de fonctionner comme des descriptions significatives de la distance et commencent à fonctionner comme la preuve que l'univers n'a pas été conçu pour la compréhension humaine. Toutes les analogies échouent. Toute comparaison s'effondre sous le poids des chiffres réels. Et qu'est-ce qui se déplace sur cette distance? Ce qui réduit lentement, gravitationnellement et inexorablement cet écart à 1/4 de million de kilomètres par heure, c'est le plus grand objet que vous verrez jamais de vos propres yeux. Ce qui suit, c'est la distance elle-même. Et c'est là que l'esprit humain atteint finalement ses limites. 2,5 millions d'années-lumière. C'est la distance entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. C'est le chiffre qui flottait en arrière-plan de toute cette histoire, attendant le moment où nous nous arrêterions enfin pour le regarder droit dans les yeux. Nous avons consacré tout ce voyage à nous préparer à cette distance. Nous avons mesuré la Terre et l'avons trouvée énorme à l'échelle humaine, mais invisible à l'échelle planétaire. Nous avons mesuré le système solaire et l'avons trouvé immense selon toutes les normes terrestres,
mais invisible à l'intérieur de la Voie lactée. Nous avons mesuré la Voie lactée, et nous l'avons trouvée d'une taille inconcevable, contenant des centaines de milliards d'étoiles réparties sur 100 000 années-lumière d'espace. Et puis nous avons découvert que la galaxie voisine, Andromède, a un diamètre plus de 2 fois supérieur à celui de notre planète, contient jusqu'à 1000 milliards d'étoiles et possède un trou noir central 25 fois plus massif que le nôtre. Chaque étape de ce voyage a anéanti le sentiment d'échelle établi par l'étape précédente. Chaque niveau d'organisation cosmique a fait disparaître le précédent. Nous sommes maintenant confrontés à l'écart qui les sépare, et c'est là que les chiffres cessent de se comporter comme des chiffres. C'est là que le cerveau humain, qui a évolué pour évaluer la distance entre un prédateur et un point d'eau, se heurte à un obstacle insurmontable. Partons de ce chiffre brut et essayons honnêtement et méthodiquement de lui donner un sens. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, se déplaçant à environ 186 000 millimètres. En termes plus familiers, une année-lumière équivaut à environ 5,88 billions de miles. Cela représente 5 880 milliards de miles. Écrit en toutes lettres, ce nombre est 5 suivi de 12 chiffres. Une seule année-lumière est déjà tellement au-delà de tout ce qu'un être humain a jamais parcouru physiquement qu'elle fonctionne davantage comme un concept mathématique que comme une distance pratique. Aucun être humain n'a parcouru ne serait-ce que 1% de 1% d'une année-lumière depuis la Terre. L'endroit le plus éloigné de cette planète où un être humain s'est jamais rendu est la distance qui le sépare de la Lune, soit environ 240 000 mètres lors des missions Apollo. Une année-lumière est environ 24 millions de fois plus éloignée que la Lune. Toutes les missions spatiales rudimentaires de l'histoire humaine, toutes les promenades sur la surface lunaire, toutes les orbites terrestres, toutes les sorties extravéhiculaires effectuées depuis la Station spatiale internationale, tout cela combiné ne représente même pas une distance équivalente à une année-lumière. Multipliez maintenant ce chiffre par 2,5 millions. La distance qui nous sépare de la galaxie d'Andromède est d'environ 2,5 millions d'années-lumière, ce qui correspond à environ 14,7 quadrillions de kilomètres. 14,7 quadrillions, soit 14 700 000 milliards de miles. Ce nombre comporte 15 chiffres. Il est tellement grand que l'écrire en notation standard nécessite de compter les zéros comme on compte les marches d'un long escalier. Se perdre en cours de route et devoir recommencer. Si vous essayez d'écrire cette distance en miles en utilisant une police standard de 12 points sur des feuilles de papier et que vous empiliez ces feuilles les unes sur les autres, la pile elle-même s'étendrait sur une distance que votre cerveau refuserait de traiter. 14,7 quadrillions de miles, c'est une distance inconcevable. C'est une distance que l'on ne peut accepter que comme un fait avéré, tout en reconnaissant que notre système nerveux n'a aucun mécanisme pour la transformer en image, en sensation ou en intuition. Mais essayons quand même. Essayons de traduire cette distance en quelque chose de physique. La lumière se propage à la vitesse maximale que l'univers permet. Rien de massif ne peut rivaliser. Rien possédant une masse ne peut même s'en approcher sans nécessiter une énergie infinie. Et pourtant, la lumière se déplaçant à cette vitesse cosmique ultime met 2,5 millions d'années pour traverser la distance entre Andromède et la Voie lactée. Réfléchissez à ce que comprend ce temps de trajet. Il y a 2,5 millions d'années, le genre Homo n'existait pas. Nos ancêtres étaient des Australopithecus, marchant debout à travers la savane africaine avec un cerveau dont la taille représentait environ 1/3 de celle d'un humain moderne. Ils n'avaient ni langage, ni outils autres que quelques pierres trouvées au hasard, ni feu ni abri autre que ce que le paysage leur offrait. Ils ont vécu et sont morts à quelques pas de leur lieu de naissance, sans rien connaître au-delà de l'horizon immédiat. La lumière qui atteint vos yeux ce soir, en provenance d'Andromède, a quitté cette galaxie avant tout cela. Elle a disparu avant la ramification évolutive qui allait finalement donner naissance à Homo habilis, la première espèce de notre lignée à fabriquer systématiquement des outils en pierre. Il a disparu avant que l'Homo erectus n'apprenne à maîtriser le feu, avant que l'Homo sapiens ne développe le langage, avant l'agriculture, avant les villes, avant l'écriture, avant les mathématiques, avant les télescopes, avant même que le concept de galaxie ne fasse son entrée dans la pensée humaine. L'arc complet de l'évolution humaine,
Chaque étape biologique et culturelle qui vous sépare d'un petit primate des plaines africaines tient dans le temps de trajet d'un seul rayon de lumière traversant la mer d'Andromède jusqu'ici. Cette lumière était déjà ancestrale lorsque les premiers humains levèrent les yeux vers le ciel nocturne et se demandèrent ce que représentaient les étoiles. C'était déjà une planète ancienne lorsque Galilée pointa sa lunette astronomique vers Jupiter. C'était déjà une époque très ancienne lorsqu'Edwin Hubble a prouvé que la tache dans la constellation d'Andromède n'était pas une nébuleuse à l'intérieur de notre galaxie, mais une galaxie entièrement distincte. 2,5 millions d'années de voyage à la vitesse de la lumière, et la lumière est ce qu'il y a de plus rapide. Considérons maintenant ce qui remplit cet espace, ou plus précisément, considérez ce qui ne le remplit pas. L'espace intergalactique entre la Voie lactée et Andromède n'est pas parfaitement vide. Les scientifiques ont détecté des distributions de matière extrêmement ténues dans cette région. Dans l'espace intergalactique, on trouve des gaz ionisés chauds, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, à des températures atteignant des centaines de milliers de degrés. Des filaments de matière noire traversent le vide, vestiges de la vaste toile cosmique qui relie les galaxies à travers l'univers. Il arrive parfois qu'une étoile errante, éjectée d'une galaxie ou d'une autre, dérive dans cet espace, libre de tout lien avec une structure galactique, se déplaçant seule dans l'obscurité à des centaines de milliers de kilomètres par heure, sans destination ni compagnon. Mais la densité de ce matériau est si extraordinairement faible que le qualifier de matière relève presque de l'exagération. La densité moyenne de l'espace intergalactique, dans la région située entre la Voie lactée et Andromède, est d'environ 1 atome par mètre cube, soit un atome. Dans un volume d'espace équivalent à celui d'une grande boîte en carton, on trouverait en moyenne un seul atome d'hydrogène. À titre de comparaison, l'air que vous respirez en ce moment contient environ 25 quintillions de molécules par cm3. La différence de densité entre l'air de vos poumons et le milieu intergalactique entre ici et Andromède est d'un facteur d'environ 10 puissance 25. Cette différence est si extrême que l'espace intergalactique constitue le vide le plus parfait qui existe naturellement dans tout l'univers connu. Les chambres à vide des laboratoires terrestres ne peuvent atteindre ce niveau de vide. Les systèmes de vide les plus avancés jamais construits par des ingénieurs humains contiennent encore des millions de molécules par cm3. L'espace intergalactique est plus vide que tout ce que nous pouvons fabriquer. Imaginez une piscine remplie de eau parfaitement pure. Imaginez ensuite retirer de cette eau toutes les molécules, à l'exception d'un seul grain de sel dissous. Cette réserve contiendrait encore plus de matière par unité de volume que le vide intergalactique entre notre galaxie et Andromède. C'est l'espace qui nous sépare de la galaxie géante la plus proche, 2,12 millions d'années-lumière de néant quasi parfait. Pas de point de repère, aucun point de repère, aucun objet ayant une influence gravitationnelle significative à proximité, aucune source de carburant ou d'énergie, aucune matière première pour la construction ou la réparation, aucun signal électromagnétique suffisamment puissant pour servir de balise. Un simple golfe plat, sans relief et fonctionnellement vide, s'étendant sur 14,7 quadrillions de kilomètres dans toutes les directions, entre deux îles de matière organisée qui sont, par rapport à la distance qui les sépare, infinitésimales. Et au-delà de ce vide, quelque chose se passe. La galaxie d'Andromède se déplace vers la Voie lactée. Ce n'est pas théorique. Cela est confirmé par l'observation. Ces preuves proviennent de l'analyse spectroscopique de la lumière d'Andromède. Lorsqu'un objet se déplace vers un observateur, les longueurs d'onde de la lumière qu'il émet sont comprimées, se décalant vers l'extrémité bleue du spectre. Ce phénomène, connu sous le nom de décalage vers le bleu, est l'équivalent, pour un objet qui s'approche, d'une sirène de police dont la tonalité augmente à mesure qu'il se dirige vers vous. La lumière d'Andromède présente un décalage vers le bleu. La galaxie approche. Ce phénomène a été mesuré pour la première fois par l'astronome Vesto Slipher en 1912, à l'observatoire Lowell de Flagstaff, en Arizona, faisant d'Andromède l'une des premières galaxies jamais mesurées à présenter une vitesse significative par rapport à la nôtre. Cette mesure a été confirmée et affinée sans cesse au cours du siècle qui a suivi. La meilleure estimation actuelle de la vitesse d'approche radiale d'Andromède est d'environ 110 km/s, ce qui correspond à environ 250 000 mph.
À cette vitesse, la distance entre les deux galaxies diminue d'environ 110 km par seconde. Au cours d'une année terrestre, Andromède se rapproche de nous d'environ 3,5 milliards de kilomètres, soit environ 23 unités astronomiques, ou environ 23 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Chaque année, une distance équivalente à peu près à la distance entre le Soleil et Uranus disparaît de l'espace intergalactique. Cela paraît rapide, et à l'échelle terrestre, ça l'est. 250 000 mph dépasse de loin la vitesse de tout objet fabriqué par l'homme. Il est suffisamment rapide pour parcourir la distance entre la Terre et la Lune en environ 1 heure, mais à l'échelle de l'espace intergalactique, sa vitesse est d'une lenteur glaciale. À une vitesse de 110 km/s, parcourir la distance totale de 2,5 millions d'années-lumière jusqu'à Andromède prendrait environ 4 à 5 milliards d'années. Cela correspond approximativement à la durée d'existence de la Terre. Le voyage qu'Andromède effectue vers nous a déjà commencé il y a des milliards d'années et se poursuivra pendant des milliards d'années encore. Vous ne vous en apercevrez même pas. Votre civilisation ne s'en apercevra jamais. La durée de vie entière de l'existence humaine sur cette planète, depuis le premier Homo sapiens jusqu'à notre fin future, ne sera pas suffisante pour détecter à l'œil nu un quelconque changement visible dans la position d'Andromède dans le ciel nocturne. Et c'est là que la science devient plus complexe que ce que le récit populaire reconnaît généralement. Pendant des décennies, la description standard de l'interaction entre la Voie lactée et Andromède a été simple. Les deux galaxies sont sur une trajectoire de collision. Ils entreront en collision frontale dans environ 4 à 4 milliards et demi d'années. La fusion donnera naissance à une seule galaxie elliptique massive. Cette histoire a été présentée dans d'innombrables documentaires, manuels scolaires, articles de vulgarisation scientifique et spectacles de planétarium. C'est l'un des faits les plus connus du grand public en astronomie, mais le tableau d'ensemble est plus nuancé, et la compréhension de la communauté scientifique a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. La vitesse radiale d'Andromède, la vitesse à laquelle elle s'approche directement de nous, est bien mesurée à 110 km/s, confirmée par de multiples études indépendantes. Cependant, la vitesse radiale indique seulement à quelle vitesse l'écart se réduit le long de la ligne directe entre les deux galaxies. Cela ne vous indique pas comment Andromède se déplace latéralement par rapport à cette ligne. Cette composante latérale, appelée vitesse transversale, est essentielle pour prédire si les deux galaxies entreront en collision frontale, se frôleront ou même se croiseront lors de leur première approche avant que la gravité ne les rapproche en vue d'une fusion ultérieure. Mesurer la vitesse transversale d'une galaxie située à 2,5 millions d'années-lumière est extrêmement difficile. Ce mouvement latéral se traduit par un décalage angulaire dans le ciel qui est infime, presque imperceptible. Pendant des années, la vitesse transversale d'Andromède est restée pratiquement sans contrainte d'observation, et la plupart des modèles supposaient simplement qu'elle était suffisamment faible pour qu'une collision frontale soit l'issue la plus probable. Cela a changé avec le vaisseau spatial Gaïa de l'Agence spatiale européenne. Gaïa a été conçu pour mesurer avec une précision sans précédent les positions et les mouvements des étoiles. En suivant le mouvement moyen des étoiles d'Andromède par rapport au quasar d'arrière-plan, les chercheurs ont pu réaliser les premières mesures fiables de la vitesse transversale d'Andromède. Des études publiées en 2019 utilisant les données Gaïa de la deuxième vague ont estimé le mouvement latéral d'Andromède à environ 57 km/s avec des incertitudes qui permettent des valeurs allant d'environ 40 à 70 km/s. Ce n'est pas négligeable. Une composante transversale significative signifie que les deux galaxies ne s'approchent pas l'une de l'autre en ligne parfaitement droite. Ils suivent une trajectoire qui comporte un décalage latéral important. Quelles conséquences cela aura-t-il sur l'interaction? Plusieurs éléments, qui introduisent tous une incertitude légitime dans le récit. Une vitesse transversale plus élevée rend une collision frontale directe au premier passage moins probable et une rencontre indirecte plus probable. Au lieu d'un impact unique et spectaculaire, les galaxies pourraient effectuer un survol initial, passant suffisamment près pour que leurs halos de matière noire et leurs populations stellaires externes interagissent gravitationnellement, mais sans la fusion complète et immédiate que prévoyaient les modèles précédents. Après le premier passage,
le frottement gravitationnel et l'attraction mutuelle continue entre les deux galaxies ralentiraient progressivement leur mouvement relatif, les ramèneraient l'une vers l'autre et permettraient une seconde approche. Cette seconde rencontre serait probablement plus rapprochée et plus lente, conduisant à un enchevêtrement gravitationnel plus complet. Des passages successifs se succéderaient, rapprochant à chaque fois les galaxies et dissipant davantage d'énergie orbitale, jusqu'à ce que, sur une période pouvant s'étendre sur plusieurs milliards d'années après le premier rapprochement, les deux systèmes fusionneraient en une seule structure. Ce scénario révisé repousse encore plus loin l'échéance d'une fusion complète. De la durée généralement citée de 4 à 4,5 milliards d'années à peut-être 5 milliards, 6 milliards, voire même plus proche de 10 milliards d'années, selon les paramètres orbitaux précis. Certains modèles suggèrent que la première rencontre rapprochée pourrait avoir lieu dans environ 4 milliards et demi d'années, mais la fusion finale pourrait ne pas être achevée avant 8 à 10 milliards d'années. Il est essentiel d'énoncer clairement ce qui est débattu et ce qui ne l'est pas au sein de la communauté astrophysique. Ce qui est incontestable, c'est que la Voie lactée et Andromède sont liées gravitationnellement et se rapprochent. Le décalage radial vers le bleu est confirmé. L'attraction gravitationnelle est réelle. Une forme d'interaction significative aura lieu. Ce qui fait encore l'objet d'une enquête approfondie, c'est la géométrie précise de la rencontre. Que le premier passage soit un impact frontal ou un survol rasant, le calendrier exact du premier rapprochement, le nombre d'orbites ou de passages avant la fusion complète et la morphologie finale de la galaxie fusionnée. Ces détails dépendent de mesures qui sont encore en cours d'amélioration, notamment la vitesse transversale, les masses totales des deux galaxies, y compris leurs halos de matière noire, et les effets de friction dynamique qui détermineront la vitesse à laquelle l'énergie orbitale est dissipée. La position scientifique honnête est la suivante. Une collision est très probable. Une fusion est quasi certaine sur des échelles de temps suffisamment longues. Mais la chorégraphie exacte de cette rencontre, la danse gravitationnelle instant après instant de 2 billions de systèmes stellaires s'approchant l'un de l'autre sur une distance de 2,5 millions d'années-lumière, est encore en cours d'élaboration. Quiconque prétend savoir exactement quand et comment cela se produira simplifie à l'extrême. Les principes physiques sous-jacents sont bien compris. Les conditions initiales sont encore en cours de mesure. Mais laissons de côté le débat sur le timing et la géométrie et posons-nous une question plus fondamentale. À quoi ressemble concrètement une fusion galactique? Car l'imaginaire collectif évoque des images de destruction cataclysmique, de boules de feu, d'étoiles qui entrent en collision, de planètes qui explosent, et cette image est presque entièrement fausse. La fusion d'une galaxie n'est pas une collision au sens où l'entendrait un être humain. Les étoiles ne se percutent pas. La raison est simple et a tout à voir avec le vide que nous avons exploré précédemment. Les étoiles au sein des galaxies sont séparées par des distances véritablement énormes par rapport à leur taille. Dans le voisinage solaire, la distance moyenne entre les étoiles voisines est d'environ 4 à 5 années-lumière. Chaque étoile a un diamètre de quelques centaines de milliers à quelques millions de kilomètres, mais les espaces entre elles s'étendent sur des billions de kilomètres. Si l'on réduisait le Soleil à la taille d'une boule de bowling et qu'on le plaçait au centre d'une grande cathédrale, la boule de bowling voisine la plus proche, représentant l'étoile la plus proche, se trouverait dans une cathédrale complètement différente, dans une autre ville à des centaines de kilomètres de là. L'espace entre les étoiles est tellement vaste par rapport à la taille des étoiles elles-mêmes que lors d'une fusion galactique, la probabilité que deux étoiles entrent physiquement en collision est infime, statistiquement négligeable. On pourrait exécuter la simulation de fusion complète des milliards de fois, et les collisions stellaires directes resteraient une rareté extraordinaire. Ce qui se produit, en revanche, est d'une ampleur spectaculaire. Lorsque deux galaxies se croisent ou passent à proximité l'une de l'autre, les forces gravitationnelles en jeu sont immenses et s'exercent sur des échelles de milliers d'années-lumière. Ces forces de marée n'ont pas besoin de mettre les étoiles individuelles en contact pour remodeler profondément les deux galaxies. Ils déforment les orbites, ils déploient des bras en spirale, elles projettent les étoiles sur des trajectoires entièrement nouvelles, envoyant certaines sur de longues boucles dans l'espace intergalactique et en attirant d'autres profondément dans le noyau galactique fusionné.
Les structures spirales organisées et élégantes qui caractérisent à la fois la Voie lactée et Andromède seraient progressivement déformées, tordues et finalement détruites. Pendant des centaines de millions d'années après la première rencontre rapprochée, les bras spiraux se sont dissous en courants chaotiques et en coquilles d'étoiles. Les structures discoïdes ordonnées se gonfleraient pour prendre une forme plus ronde et moins organisée. Par ailleurs, le gaz contenu dans les deux galaxies réagirait très différemment des étoiles. Les étoiles, compactes et très éloignées les unes des autres, traversent l'espace galactique l'une de l'autre sans interagir directement. Les nuages de gaz, en revanche, sont étendus et diffus. Lors d'une fusion, lorsque les gaz de deux galaxies se rencontrent, ils entrent en collision, se compriment et s'échauffent. Et cette compression déclenche d'énormes vagues de formation de nouvelles étoiles. Des régions des deux galaxies, restées en sommeil pendant des milliards d'années, s'embraseraient soudainement, avec la naissance de millions de nouvelles étoiles, s'illuminant de rayonnements infrarouges et ultraviolets. Les astronomes observent ce phénomène en temps réel, dans d'autres paires de galaxies en fusion à travers l'univers. Des systèmes comme les galaxies Anton, deux spirales actuellement en collision à environ 63 millions d'années-lumière de la Terre, présentent des sursauts spectaculaires de formation d'étoiles dans leur région de chevauchement, exactement comme le prévoient dans les modèles. Les galaxies antennes ne sont pas uniques. NGC 4V676, communément appelée galaxie des souris, montre deux spirales prises dans un stade antérieur d'interaction gravitationnelle. Leurs longues queues de marée s'étendent vers l'extérieur comme des traînées de débris suite à un accident au ralenti, sur des centaines de milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. La galaxie en forme de roue de charrette, située à environ 500 millions d'années-lumière, présente une géométrie encore plus rare et plus violente. Il s'agit d'une galaxie annulaire formée lorsqu'une galaxie plus petite a traversé directement le centre d'un disque spiral plus grand à grande vitesse, envoyant une onde de choc de gaz comprimé et déclenchant la formation d'étoiles, rayonnant vers l'extérieur, dans un anneau en expansion comme une ondulation se propageant à la surface d'un étang cosmique. La plus petite galaxie est passée complètement et est encore visible à proximité, laissant derrière elle une structure en forme de cible composée de nouvelles étoiles, unique en son genre dans notre voisinage cosmique. Ces systèmes ne sont ni des simulations ni des prédictions théoriques. Ce sont de véritables galaxies observées à différents stades d'interaction gravitationnelle, fournissant un catalogue visuel de ce à quoi ressemblera la rencontre entre la Voie lactée et Andromède, à travers différentes phases séparées par des centaines de millions d'années. Les astronomes étudient ces systèmes comme des indicateurs de l'avenir de notre propre galaxie, utilisant leurs propriétés observées pour calibrer et valider les simulations informatiques qui modélisent la fusion éventuelle de la Voie lactée et d'Andromède. Cette phase d'explosion d'étoiles serait temporaire. La compression violente du gaz épuise le carburant disponible relativement rapidement à l'échelle cosmique. En quelques centaines de millions d'années, le gaz facilement accessible serait soit transformé en nouvelles étoiles, soit chauffé à des températures trop élevées pour s'effondrer, soit entièrement expulsé de la région de fusion par l'énergie dégagée par les étoiles nouvellement formées et par tout noyau galactique actif déclenché par le gaz tombant vers les trous noirs centraux. Après cette flambée de formation d'étoiles, la formation d'étoiles diminuerait fortement et la galaxie en fusion commencerait à se calmer. L'état final, atteint peut-être 1 à 2 milliards d'années après la coalescence finale, serait une galaxie elliptique massive. Pas de bras spiraux, pas de disques, juste une masse d'étoiles plus ou moins sphériques ou légèrement allongées, orbitant autour d'un centre de masse commun dans des directions aléatoires. Les astronomes ont proposé plusieurs noms pour cette future galaxie fusionnée. Milka, Milk-Dromeda. Les noms sont anecdotiques, mais la structure qu'ils décrivent serait immense. Un système combiné contenant entre 1,5 et 2 billions d'étoiles, avec une masse totale pouvant potentiellement dépasser 2 billions de masses solaires, dominé par un ou deux trous noirs supermassifs en son centre, qui finiraient par fusionner lors d'un événement cataclysmique, produisant des ondes gravitationnelles détectables en principe, dans tout l'univers observable, et notre système solaire. Si le Soleil existe encore au moment de la fusion, ce qui dépend du calendrier, il approcherait de la fin de sa phase principale,
dans environ 5 milliards d'années. Et la fusion complète pourrait ne s'achever que plusieurs milliards d'années plus tard. Mais si l'on suppose que le Soleil, ou ce qu'il en reste, survit au moins aux premières étapes de l'interaction, le résultat le plus probable n'est pas la destruction, mais le déplacement. Il est peu probable que le Soleil entre en collision avec une autre étoile pour les mêmes raisons que les collisions stellaires sont négligeables dans l'ensemble du processus de fusion. Cependant, les perturbations gravitationnelles pourraient modifier considérablement l'orbite du Soleil. Elles pourraient être projetées vers l'extérieur, dans le halo de la galaxie fusionnée, et orbiter à une distance beaucoup plus grande du centre qu'elle ne l'est actuellement. Il pourrait être attiré vers l'intérieur, en direction du noyau galactique. Dans certaines simulations, un faible pourcentage d'étoiles sont entièrement éjectées du système de fusion, projetées dans l'espace intergalactique à grande vitesse, devenant des étoiles errantes, sans lien, dérivant dans le vide, sans foyer galactique. Du point de vue des habitants d'une planète orbitant autour d'une étoile prise dans cette fusion, les changements seraient imperceptibles à l'échelle de temps humaine. Les fusions galactiques se déroulent sur des centaines de millions d'années. Le ciel nocturne se modifierait progressivement au fil des millénaires et des millions d'années. Des étoiles inconnues d'Andromède apparaissaient dans des constellations qui se déformaient lentement au point d'être méconnaissables. La bande de la Voie lactée traversant le ciel se déformerait, s'illuminerait dans certaines régions, s'assombrirait dans d'autres et finirait par se dissoudre en une lueur plus uniforme. À mesure que la structure du disque se détruisait, de nouvelles nébuleuses apparaissaient, la formation d'étoiles se produisant dans des régions de gaz comprimés. Mais rien de tout cela ne se produirait assez rapidement pour qu'un individu, voire une civilisation persistant pendant des milliers d'années, puisse percevoir un changement soudain. Une fusion galactique est un événement qui se mesure en temps géologique, et non en temps humain. Ce serait comme assister à l'érosion d'une montagne. Le processus est réel, puissant et transformateur, mais vous ne le verrez jamais évoluer. Voici la réalité de l'interaction entre la Voie lactée et Andromède. Deux structures contenant chacune des centaines de milliards à 1 billion d'étoiles s'approchant l'une de l'autre sur une distance de 2,5 millions d'années-lumière dans un vide quasi parfait à 250 000 mph. Cette rencontre prendra des milliards d'années à se produire. La fusion va transformer les deux galaxies au point de les rendre méconnaissables. Les étoiles seront dispersées, les orbites réécrites, les structures spirales effacées, et une nouvelle galaxie, plus grande, émergera des débris gravitationnels de deux anciennes spirales. Et aucune étoile de l'une ou l'autre galaxie n'est susceptible d'entrer en contact physique avec une autre étoile durant tout le processus. Les distances sont trop grandes, les étoiles sont trop petites, les échelles de temps sont trop longues. Et cette combinaison, l'interaction entre des distances énormes, des objets minuscules et des échelles de temps de l'ordre du milliard d'années, définit non seulement cette fusion, mais aussi le caractère fondamental de l'univers à l'échelle galactique. Ce qui nous amène à la question vers laquelle tout cet épisode a mené, et non à ce que l'univers fera selon son propre calendrier. Parce que l'univers ne s'intéresse ni aux horaires, ni aux capacités humaines. L'univers fonctionne sur des échelles de temps qui font paraître les civilisations comme de simples étincelles d'un feu de camp, brillant un instant, puis disparues. La question est de savoir ce que cette échelle signifie pour tous ceux qui vivent à l'intérieur de celle-ci. Que représente 2,5 millions d'années-lumière pour une espèce qui construit des fusées? Que représente une galaxie d'1 billion d'étoiles pour une civilisation qui n'a pas encore atteint l'étoile la plus proche de son propre Soleil? Que signifie la distance intergalactique pour un organisme biologique, une société technologique, une intelligence imaginable qui contemple Andromède depuis une petite planète de la Voie lactée et se demande si elle pourrait un jour s'y rendre? Les distances que nous avons mesurées dans cette histoire ne sont pas abstraites, ce sont des êtres physiques. Ils sont faits d'espace réel. Et les franchir exige du temps réel, de l'énergie réelle et une technologie réelle. Les lois de la physique qui régissent la vitesse à laquelle la matière peut se déplacer dans l'espace, la quantité d'énergie nécessaire pour accélérer la masse et la durée de survie des organismes biologiques ne sont pas des suggestions. Ce sont des contraintes, de véritables contraintes.
La suite permettra de mesurer ces contraintes par rapport à la distance qui nous sépare d'Andromède et de découvrir précisément où se situe la limite entre ce que l'ambition humaine peut imaginer et ce que l'architecture de l'univers permettra réellement. Cette limite est plus proche que vous ne le pensez. Et c'est bien plus absolu que tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Nous avons maintenant tout mesuré. Nous connaissons la taille de la Terre. Nous connaissons la taille du Soleil. Nous connaissons les distances entre les planètes et le vide qui remplit notre système solaire. Nous connaissons l'échelle de la Voie lactée avec ses centaines de milliards d'étoiles et les dimensions stupéfiantes de la galaxie d'Andromède avec ses billions de soleils s'étendant sur 220 000 années-lumière d'espace. Nous connaissons la distance entre notre galaxie et Andromède, 2 millions d'années-lumière, soit 14,7 quadrillions de kilomètres de vide fonctionnellement parfait. Nous savons qu'Andromède s'approche, qu'une interaction gravitationnelle est imminente et que la fusion de ces deux galaxies se déroulera sur des échelles de temps mesurées en milliards d'années. Ce sont tous des faits confirmés, mesurés, publiés et vérifiés. Les chiffres sont réels. Les distances sont réelles. La physique est réelle. Voici maintenant la partie de cette histoire qu'aucun optimisme d'ingénieur ni aucune ambition technologique ne saurait atténuer. Nous nous posons maintenant la question vers laquelle chaque mesure prise tout au long de ce parcours a discrètement contribué. Pourrions-nous un jour franchir cette distance? Une civilisation quelconque, utilisant n'importe quelle technologie et régie par n'importe quelle biologie, pourrait-elle un jour voyager de la Voie lactée à la galaxie d'Andromède dans un laps de temps, qui ait une quelconque signification pour les êtres qui entreprennent ce voyage? La réponse est dévastatrice, et cela ne provient pas du pessimisme mais de l'arithmétique. Commençons par ce que nous avons réellement construit. L'objet le plus rapide jamais envoyé par l'humanité dans l'espace lointain sur une trajectoire sortante est Voyager 1, voyageant à environ 38 000 mph par rapport au Soleil. À cette vitesse, Voyager 1 parcourt environ 333 millions de mètres. Cela ressemble à des progrès rapides. Il s'agit d'un progrès rapide au regard de toutes les normes que l'humanité a jamais appliquées au transport. Il est plus rapide que n'importe quelle voiture, n'importe quel avion, n'importe quelle balle, n'importe quel véhicule propulsé par fusée ayant jamais transporté un être humain. Et son inadéquation pour les distances intergalactiques est risiblement catastrophique. À 38 000 mph, en voyageant continuellement sans décélération, sans interruption, sans rencontrer d'obstacles ni d'interférences gravitationnelles. Voyager 1 mettrait environ 44 milliards d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, 44 milliards d'années. L'âge actuel de l'univers, mesuré depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, est d'environ 13,8 milliards d'années. Le voyage vers Andromède à la vitesse de voyager prendrait plus de 3 fois l'âge total de l'univers. L'univers lui-même n'existe pas depuis assez longtemps pour que nos vaisseaux spatiaux les plus rapides puissent achever ce voyage. Si Voyager 1 avait été lancé au moment du Big Bang, voyageant à travers le cosmos naissant avant même la formation des galaxies, des étoiles ou des planètes, elle ne serait toujours pas arrivée à Andromède aujourd'hui. Il lui resterait encore environ 30 milliards d'années de voyage. Voilà le fossé entre le génie humain et la distance intergalactique. Il ne s'agit pas d'un écart qui puisse être comblé par des améliorations progressives. Il s'agit d'un fossé d'une ampleur fondamentalement différente de tout ce que notre espèce a jamais connu. New Horizons, le vaisseau spatial qui a survolé Pluton en 2015, a atteint une vitesse de lancement d'environ 36 000 mph. Il n'offre aucune amélioration significative par rapport à Voyager. Même à la vitesse de New Horizons, le voyage vers Andromède prendrait encore des dizaines de milliards d'années. La différence entre 36 000 et 38 000 mph est cosmiquement insignifiante. Les deux vitesses sont tellement lentes par rapport à la distance en jeu que choisir entre elles revient à choisir entre deux allures de marche différentes pour un voyage de New York à la surface de Mars. Qu'en est-il de la sonde solaire Parker? D'après des mesures récentes, il détient le record de l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide par rapport au Soleil, atteignant des vitesses d'environ 430 000 km/h lors de ses passages au plus près du Soleil. C'est plus de 11 fois plus rapide que Voyager 1.
Cela représente un véritable bond en avant en matière de vitesse atteignable pour du matériel construit par l'homme. Et à cette vitesse, atteindre Andromède prendrait encore environ 3,9 milliards d'années. 3,9 milliards. La Terre a 4 milliards et demi d'années. Cela signifie que l'objet le plus rapide jamais construit par l'humanité aurait besoin d'un temps de voyage, à peu près équivalent à l'âge actuel de notre planète, pour atteindre la galaxie voisine. La vie multicellulaire complexe existe sur Terre depuis environ 600 millions d'années. Toute l'histoire des animaux, de l'explosion cambrienne à aujourd'hui, tient dans un laps de temps qui ne représente qu'une fraction de ce dont la sonde solaire Parker aurait besoin. Sa vitesse, qui écraserait n'importe quel objet matériel sur Terre au contact, qui dépasse la vitesse de libération de chaque planète de notre système solaire, qui représente le summum absolu des prouesses propulsives humaines actuelles, ne nous apporte presque rien. Cela réduit le temps de trajet d'absurde à légèrement moins absurde. La destination reste inaccessible, quel que soit le facteur déterminant. Mais ce sont des technologies existantes. Qu'en est-il des théories? Qu'en est-il des systèmes de propulsion qui n'existent pas encore, mais qui reposent sur des principes physiques réels? Qu'en est-il des concepts abordés dans les articles universitaires et les ateliers d'ingénierie? Des conceptions qui pourraient un jour permettre à un vaisseau spatial d'atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière. L'initiative révolutionnaire Starshot, annoncée en 2016, proposait d'utiliser des réseaux de laser terrestres pour accélérer de minuscules sondes légères à environ 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, une telle sonde pourrait atteindre l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, en une vingtaine d'années. Il s'agit d'un concept ambitieux, et même si les défis techniques sont finalement résolus, la technologie serait conçue pour des distances interstellaires mesurées en quelques années-lumière, et non pour des distances intergalactiques mesurées en millions. Mais soyons généreux. Supposons qu'une civilisation bien plus avancée que la nôtre parvienne à construire un vaisseau spatial rudimentaire, capable de voyager de manière soutenue à 10% de la vitesse de la lumière. Il ne s'agit pas d'une hypothèse mineure. 10% de la vitesse de la lumière équivaut à environ 67 millions de miles par heure, soit près de 2000 fois plus vite que Voyager 1. Atteindre cette vitesse avec un véhicule rudimentaire exigerait des niveaux d'énergie et d'efficacité de propulsion tellement supérieurs aux capacités actuelles qu'il n'existe aucune feuille de route technique sérieuse pour les produire. Mais admettons l'hypothèse d'une vitesse de 10% de celle de la lumière, le voyage vers Andromède prendrait 25 millions d'années. 25 millions d'années. Pour replacer cela dans son contexte biologique, il y a 25 millions d'années sur Terre, les ancêtres des grands singes modernes n'avaient pas encore divergé des ancêtres des singes modernes de l'Ancien Monde. L'Himalaya était toujours activement poussé vers le haut par les forces tectoniques. L'ensemble de la lignée évolutive qui a donné naissance aux humains modernes, des premiers primates à Homo sapiens, pourrait tenir dans ce laps de temps de voyage, et il resterait encore de la place. Un vaisseau spatial parti à 10% de la vitesse de la lumière, à l'époque où les premiers primates primitifs parcouraient les forêts d'Oligène, arriverait à Andromède à peu près à la même époque. Les passagers qui embarqueraient sur ce navire, si tant est que l'on puisse concevoir la présence de passagers biologiques pour un tel voyage, devraient assurer la subsistance non seulement d'eux-mêmes, mais aussi d'une société entière fonctionnelle, d'un écosystème fermé, d'une infrastructure technologique stable et d'un objectif de mission cohérent sur une période de temps supérieure à celle pendant laquelle la plupart des espèces de mammifères survivent sur Terre. La durée de vie moyenne d'une espèce de mammifère, de son apparition à son extinction, est d'environ 1 à 2 millions d'années. Le voyage vers Andromède à 10% de la vitesse de la lumière durerait plus de 10 fois plus longtemps que des lignées évolutives entières. Augmenter la vitesse. Supposons une vitesse égale à 50% de celle de la lumière. Une vitesse presque inconcevable qui nécessiterait d'exploiter des sources d'énergie dépassant largement la production énergétique totale actuelle de la civilisation humaine. À 50% de la vitesse de la lumière, soit environ 335 millions de miles par heure, le voyage vers Andromède dure 5 millions d'années. Il y a 5 millions d'années, les premiers membres du genre Australopithecus sont apparus en Afrique. Tout ce qui vous sépare de ces hominidés simiesques à petite taille.
Chaque outil, chaque mot, chaque idée, chaque ville, chaque guerre, chaque découverte scientifique ont eu lieu dans le temps qu'il faudrait à un vaisseau spatial, se déplaçant à la moitié de la vitesse de la lumière pour atteindre Andromède. Et ce vaisseau spatial devrait pouvoir assurer la survie de ses passagers, de leurs descendants, ou d'une forme d'intelligence fonctionnant en continu pendant toute cette période et repousser encore les limites de la vitesse à 99% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, les effets relativistes deviennent significatifs. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein prédit que le temps s'écoule plus lentement pour les objets se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière, un phénomène appelé dilatation du temps. Pour les voyageurs à bord d'un vaisseau spatial se déplaçant à 99% de la vitesse de la lumière, l'expérience subjective du temps serait comprimée. L'univers extérieur au vaisseau vieillirait plus vite que ses occupants. Cet effet est réel, confirmé expérimentalement grâce à des horloges atomiques de haute précision embarquées à bord d'avions et de satellites à grande vitesse. Ce n'est pas de la science-fiction, il s'agit de physique mesurée. À 99% de la vitesse de la lumière, le temps de trajet externe, c'est-à-dire le temps qui s'écoule pour les observateurs situés dans la Voie lactée, serait encore d'environ 2,5 millions d'années. L'univers se fiche de la vitesse à laquelle vous voyagez. Une distance de 2,5 millions d'années-lumière nécessite tout de même un minimum de 2,5 millions d'années pour que la lumière, ou toute vitesse approchant celle de la lumière, la parcourt mesurée depuis le référentiel stationnaire. Mais à l'intérieur du vaisseau, la dilatation du temps comprimerait l'expérience subjective. En fonction du profil d'accélération, le temps écoulé à bord pourrait être nettement inférieur aux temps externes. Pour un navire capable de supporter une accélération constante de 1 Garsam, environ 9,88 s2, ce qui fournirait idéalement une gravité artificielle semblable à celle de la Terre pour les passagers. Le temps de voyage subjectif vers Andromède serait réduit à environ 28 années d'expérience. 28 ans, cela semble presque gérable. Un équipage pourrait embarquer au début de l'âge adulte et arriver à la fin de la quarantaine. Mais ce scénario dissimule des problèmes si graves qu'il l'empêche de fait d'être sérieusement envisagé comme une possibilité pratique. Premièrement, maintenir une accélération constante de 1 gramme pendant toute la durée d'un voyage de 2,5 millions d'années-lumière nécessiterait une dépense énergétique si énorme qu'aucune source de carburant connue ou théorique ne pourrait la fournir. L'énergie nécessaire pour accélérer un vaisseau spatial d'une masse significative à 99% de la vitesse de la lumière, maintenir cette accélération, puis décélérer à destination, dépasse la production énergétique totale du Soleil pendant des fractions importantes de sa durée de vie. Nous ne parlons pas d'ingénierie complexe, nous parlons ici de besoins énergétiques qui nécessiteraient des sources d'énergie à l'échelle stellaire. Deuxièmement, les voyageurs qui arriveraient à Andromède après 28 années subjectives sortiraient de leur vaisseau spatial dans un univers qui aurait vieilli de 2,5 millions d'années. Tous ceux qu'ils ont connus, toutes les civilisations qu'ils ont laissées derrière eux, toutes les traces de leur départ disparaîtraient. Pas morts depuis quelques générations, disparus depuis 2,5 millions d'années. La Voie lactée qu'ils ont laissée derrière eux serait méconnaissable. Des étoiles seraient nées et mortes. Les populations stellaires auraient évolué. La position même de leur étoile d'origine au sein de la galaxie aurait changé. Ils arriveraient comme des visiteurs venus d'un passé si lointain que rien ne subsisterait de leur époque. Même si les lois physiques du voyage étaient résolues, les voyageurs seraient définitivement coupés de tout et de tous ceux qui existaient au moment de leur départ. Ce n'est pas un exil, c'est l'érasie. Mais l'air s'étendrait dans les deux directions. Non seulement la Voie lactée qu'ils avaient laissée derrière eux aurait vieilli au point d'être méconnaissable, mais Andromède, leur destination, n'existerait plus sous la forme qu'ils avaient étudiée avant leur départ. La galaxie dont ils portèrent les cartes, dont ils mémorisaient les cartes stellaires, dont la configuration des bras spiraux avait façonné leur trajectoire d'approche, aurait subi 2,5 millions d'années d'évolution stellaire au cours de leur voyage. Les étoiles bleues massives qui brillaient de façon proéminente lors des observations précédant leur départ auraient épuisé leur carburant et explosé en supernova, ne laissant derrière elles que des étoiles à neutrons ou des trous noirs, là où brillaient autrefois des points de repère lumineux.
Des millions de nouvelles étoiles se seraient formées dans des régions qui n'étaient que des nuages de gaz froid au moment de la planification de la mission. Les bras spiraux auraient pivoté pour occuper différentes positions autour du centre d'Andromède. Les systèmes stellaires individuels servant de cible de navigation auraient déplacé leur position de manière mesurable en raison de leur propre mouvement orbital au sein de la galaxie. Les voyageurs arriveraient à une destination devenue si ancienne qu'elle serait méconnaissable grâce à leurs instruments et à leurs cartes. Ils emportaient des cartes d'une galaxie qui n'existait plus sous cette configuration, visant des systèmes qui avaient bougé, se repérant grâce à des repères stellaires qui avaient changé ou disparu complètement. Le voyage les mènerait non pas à Andromède, l'île qu'ils comptaient visiter, mais à son lointain descendant. Et tout cela suppose un niveau de technologie tellement supérieur à tout ce que l'humanité possède actuellement que le discuter en termes pratiques relève presque de la fantaisie. Nous n'avons pas envoyé de mission rudimentaire au-delà de la Lune. Nous n'avons jamais réussi à maintenir un être humain dans l'espace pendant plus de 437 jours consécutifs environ. Le record établi par Valérie Polikov à bord de la station spatiale Mir. Nous n'avons aucune expérience de la maintenance de systèmes de maintien en vie en circuit fermé pendant plus de quelques années. Nous ne disposons d'aucun système de propulsion capable d'accélérer un véhicule rudimentaire, ne serait-ce qu'à 1% de la vitesse de la lumière, et encore moins à 99%. L'écart entre le niveau actuel de la technologie des vols spatiaux habités et celui qu'elle devrait atteindre pour tenter une traversée intergalactique ne se mesure pas en décennies ou en siècles de progrès. Il s'agit d'un écart tellement important que le mot progrès en perd tout son sens. Les vaisseaux générationnels, un concept populaire en science-fiction, proposent une solution partielle. Au lieu d'exiger que chaque être humain survive à l'intégralité du voyage, un vaisseau générationnel transporterait une population autosuffisante qui se reproduit sur des millénaires, voire des millions d'années. Avec l'arrivée finale des descendants à destination, les passagers d'origine acceptent qu'ils ne verront jamais cette destination. Leur rôle est d'entamer le voyage et d'entretenir le navire suffisamment longtemps pour que les générations futures puissent le poursuivre. Le concept a un attrait romantique. Elle transforme le voyage, d'une épreuve d'endurance individuelle à un projet civilisationnel collectif, s'étendant sur des échelles de temps évolutives. Mais les difficultés pratiques sont presque indiscernables de l'impossibilité lorsqu'il s'agit de la distance qui nous sépare d'Andromède. À 10% de la vitesse de la lumière, le vaisseau générationnel le plus rapide, dans le scénario le plus optimiste, devrait pouvoir maintenir une population fonctionnelle pendant 25 millions d'années. Réfléchissez à ce que cela implique. Un écosystème fermé, capable de recycler toute l'eau, l'air et les nutriments sans aucun apport extérieur pendant 25 millions d'années. Une structure sociale suffisamment stable pour maintenir un objectif collectif pendant environ 1 million de générations humaines. Une infrastructure technologique capable d'auto-réparation et d'adaptation sur des échelles de temps supérieures à la durée de vie de la plupart des espèces sur Terre. Des matériaux qui résistent à la dégradation pendant des millions d'années de utilisation continuent dans l'environnement radiatif extrême de l'espace intergalactique. Chaque composant du navire, du blindage de la coque à la filtration de l'air, en passant par la production alimentaire et la gestion de la diversité génétique, devrait fonctionner sans défaillance catastrophique pendant une durée qui dépasse de plus de 3 fois l'histoire entière du genre Homo. Si chaque être humain ayant jamais vécu sur Terre, soit environ 110 milliards d'individus au cours des 300 000 ans d'histoire de l'Homo sapiens, participait à une course de relais où chaque personne court une étape et passe un témoin à la suivante. Le relais couvrirait une période d'environ 300 000 ans. Le voyage vers Andromède à 10% de la vitesse de la lumière nécessiterait la répétition de ce relais 83 fois. 83 cycles complets de l'histoire de notre espèce, enchaînés sans interruption, sans échec, sans perte de sens. Aucun matériau que nous ayons jamais fabriqué ne résisterait à une telle durée. Aucune structure sociale que nous ayons jamais construite n'a persisté pendant plus de quelques milliers d'années, et la plupart s'effondrent en quelques siècles. Aucun écosystème que nous ayons jamais observé, naturel ou artificiel, n'a fonctionné en circuit fermé sans apports externes d'énergie et de matière pendant plus de brèves périodes expérimentales. L'application du concept de vaisseau générationnel aux distances intergalactiques
ne constitue pas un problème d'ingénierie difficile. Il s'agit d'une erreur de catégorie. Elle applique des outils conçus pour les distances interstellaires, où les voyages se mesurent en décennies ou en siècles, aux distances intergalactiques, où les voyages se mesurent en millions d'années. Ces deux problèmes ne se situent pas sur le même spectre. Elles sont séparées par le même type d'écart qualitatif qui sépare la traversée d'une rivière à la nage de la traversée d'un océan à la nage. Et cela nous amène à la constatation la plus difficile de toute cette histoire. La distance qui nous sépare d'Andromède n'est pas simplement un grand nombre, il s'agit d'une limite physique, non pas un mur au sens littéral, non pas une barrière faite de matière ou d'énergie, mais quelque chose de plus fondamental. Une limite imposée par la géométrie de l'espace, la vitesse de la lumière, les besoins énergétiques de l'accélération et les limitations biologiques de toute forme de vie connue. Dans le cadre des lois de la physique connues, le vide intergalactique entre la Voie lactée et Andromède constitue une séparation permanente pour toute civilisation biologique confinée aux voyages sublumineux. Permanent, pas temporairement hors de portée, n'attendant pas une future percée technologique, inaccessible de façon permanente dans n'importe quel laps de temps qu'une espèce biologique, une culture, une lignée continue de développement technologique pourrait raisonnablement supporter. Il ne s'agit pas d'une affirmation concernant l'ambition humaine ou l'intelligence humaine. C'est une affirmation concernant l'architecture de l'univers. Le cosmos a bâti ses structures à des échelles qui ne permettent pas les voyages biologiques entre les galaxies. Les mêmes lois de la physique qui permettent aux étoiles de se former, aux planètes de fusionner et à la vie d'évoluer imposent également des limites de vitesse, des contraintes énergétiques et des échelles de distance qui confinent toute civilisation née au sein d'une galaxie à cette galaxie. La Voie lactée n'est pas une base de lancement pour l'exploration intergalactique. En pratique, dans le cadre de la physique connue, il s'agit de l'univers accessible dans son intégralité pour toute espèce qui y vit. Même au sein de la Voie lactée, les distances sont vertigineuses. L'étoile la plus proche se trouve à 4,25 années-lumière. La galaxie s'étend sur 100 000 années-lumière. Une civilisation qui maîtriserait les voyages interstellaires à 10% de la vitesse de la lumière pourrait explorer une fraction importante de la Voie lactée pendant des millions d'années, s'implantant dans des milliers de systèmes stellaires et construisant un réseau galactique d'une ampleur extraordinaire. Mais le passage du voyage intragalactique au voyage intergalactique ne se fait pas en une seule étape. C'est un gouffre. La distance qui nous sépare d'Andromède est 25 fois supérieure au diamètre de la Voie lactée entière. Cela nécessite de traverser 2,5 millions d'années-lumière d'espace vide, sans étoiles à visiter en chemin, sans ressources à exploiter, sans assistance gravitationnelle à tirer parti, sans destination intermédiaire pour se reposer ou se ravitailler. Il s'agit de la traversée la plus longue, la plus vide et la plus pauvre en ressources imaginables, et elle doit être effectuée en un seul voyage ininterrompu s'étendant sur des millions d'années. Si une fourmi se tenait sur un globe au milieu d'un vaste désert monotone, et qu'on lui disait qu'un autre globe existait quelque part dans le désert, à plusieurs kilomètres de là, séparé des deux par une étendue de sable plat, la fourmi pourrait comprendre la direction. Il pourrait même se mettre à marcher. Mais la distance entre le globe sur lequel elle se trouve et le globe qu'elle ne peut pas voir dépasserait de tellement d'ordre de grandeur toutes les capacités de la fourmi que le voyage serait dénué de sens. La fourmi mourrait avant d'avoir parcouru une fraction de % de la distance. Ses descendants, s'ils parvenaient d'une manière ou d'une autre à poursuivre le voyage, se heurteraient à la même limitation. Le désert est tout simplement trop vaste pour que l'organisme qui tente de le traverser, non pas parce que la fourmi est défectueuse, non pas parce que le désert est hostile, mais parce que l'échelle de l'une est incompatible avec les capacités de l'autre. Voilà la relation entre la civilisation humaine et la distance qui nous sépare d'Andromède. L'échelle de l'univers est incompatible avec les capacités biologiques, énergétiques et temporelles de toute forme de vie connue. Il ne s'agit pas d'un manque d'imagination, il s'agit d'une contrainte physique mesurée, quantifiée et vérifiée. Et pourtant, restez dehors par une claire nuit d'automne. Regardez en direction de la constellation d'Andromède, repérez la faible tache lumineuse que les astronomes de l'Antiquité ont prise pour un nuage de gaz local. Maintenez votre regard là.
Ce que vous voyez, c'est la lueur combinée d'1 billion d'étoiles brûlant sur un disque spatial de 220 000 années-lumière de large, situé à 2,5 millions d'années-lumière de vos yeux. La lumière qui pénètre dans votre rétine ce soir a quitté cette galaxie avant même l'existence de votre espèce. Elle voyage à travers le vide intergalactique depuis plus longtemps que toute l'histoire évolutive de l'intelligence humaine. Et maintenant, son voyage s'achève à la surface de votre œil, converti en signal électrique par les cellules de votre rétine, transmis par votre nerf optique et traité par un cerveau qui pèse 1,4 kg et fonctionne avec une puissance d'environ 20 Bakou. Vous ne pouvez pas y aller. Aucune technologie que vous développerez probablement un jour ne pourra vous y emmener. La distance est trop grande, le temps trop long, l'énergie trop importante, la biologie trop fragile. Andromède restera à jamais hors de portée physique de tout être humain, de toute civilisation humaine, et très probablement de tout organisme biologique qui existera un jour dans la Voie lactée. Mais vous pouvez le voir. Vous pouvez le mesurer. Vous pouvez calculer sa masse, compter ses étoiles, cartographier ses bras spiraux, identifier son trou noir central, déterminer sa vitesse, prédire sa trajectoire et modéliser son interaction gravitationnelle éventuelle avec votre galaxie d'origine. Vous pouvez faire tout cela depuis la surface d'une simple planète, orbitant autour d'une étoile moyenne, dans la banlieue tranquille d'une galaxie qui, selon les critères mesurables, est la plus petite des deux. La Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Les estimations actuelles suggèrent qu'elle abrite entre 100 et 300 milliards de planètes, dont une fraction importante orbite dans les zones habitables de leurs étoiles hôtes, où les conditions pourraient permettre à l'eau liquide d'exister à leur surface. Cette unique galaxie, celle dans laquelle nous sommes confinés, offre un territoire cosmique si immense qu'une civilisation voyageant à 10% de la vitesse de la lumière aurait besoin d'1 million d'années pour la traverser d'un bord à l'autre. Aucune espèce ayant jamais existé sur Terre n'a persisté pendant 1 million d'années consécutives de civilisation technologique. La Voie lactée à elle seule offre plus d'espace, plus d'étoiles, plus de planètes, plus de destinations potentielles, plus de questions sans réponse et plus de mondes inexplorés que n'importe quelle civilisation ne pourrait épuiser durant toute la durée de vie restante du Soleil. Nous ne sommes pas enfermés dans une cellule de prison. Nous sommes confinés à un domaine aux possibilités quasi illimitées que nous avons à peine commencé à explorer. Andromède, le géant voisin, double cette superficie. Mais cela double la situation, franchissant un fossé que la physique ne permettra pas à la biologie de franchir. Voici la vérité terrifiante concernant notre place dans l'univers. Non pas que nous soyons petits, bien que nous soyons inimaginablement, mesurablement, vérifiablement petits. La vérité terrifiante est que nous sommes suffisamment petits pour être confinés en permanence à une seule galaxie parmi des milliards, et pourtant capables de mesurer celle d'à côté avec une précision extraordinaire. Nous pouvons voir ce que nous ne pouvons pas atteindre. Nous pouvons calculer ce que nous ne pouvons pas franchir. Nous pouvons cartographier des structures si vastes qu'aucun voyage, dans le cadre de la physique connue, ne pourrait jamais les traverser. Et nous pouvons le faire depuis une pièce, avec un télescope, avec les mathématiques, avec ce même cerveau de 1,4 kg qui autrefois traquait les antilopes à travers la savane. Vous êtes 1,4 kg de tissu nerveux, fonctionnant avec l'équivalent calorique d'une ampoule à faible intensité. Vous vivez pendant 80 ans sur une planète de 7900 mètres de diamètre, en orbite autour d'une étoile, qui fait partie des 400 milliards d'étoiles d'une galaxie qui est la plus petite de deux spirales liées gravitationnellement, séparées par 2,5 millions d'années-lumière d'espace vide. Et vous avez tout mesuré. L'ampleur est terrifiante, les distances sont permanentes, l'isolement est bien réel, mais la mesure l'est aussi. Et il y a quelque chose dans ce fait, quelque chose de précis et d'irréductible qu'aucune distance cosmique ne peut diminuer.